Pour mon 68e anniversaire, j'ai reçu un cadeau mystérieux. Pas de carte, pas de nom d'expéditeur, juste quelques mots froids. Bon anniversaire. Mais j'ai immédiatement reconnu cette écriture. L'écriture que je ne pourrai jamais oublier, celle du fils que j'avais élevé pendant 20 ans. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. J'ai ouvert la boîte. Une bouteille d'Armagnac de collection, si belle qu'on aurait voulu la garder en vitrine. Mais Étienne ne savait pas que j'avais arrêté de boire il y a 3 ans, à cause de mon cœur malade. Au lieu de l'ouvrir, je l'ai donné à Robert Fournier, son beau-père. Juste une bouteille d'Armagnac. C'est du moins ce que je pensais, jusqu'à ce que j'apprenne que ce cadeau avait failli nous coûter la vie à tous les deux. Et ce n'était que le début. J'ai posé la bouteille sur la table de la cuisine. La lumière du matin filtrait à travers les stores, découpant la pièce en bandes d'or et d'ombre. L'Armagnac captait la lumière comme s'il contenait un feu intérieur. L'étiquette était d'un vert profond avec des lettres dorées, le genre de design qui, on le sait, coûte plus cher que le liquide lui-même. J'ai passé mon pouce sur le seau de cire du bouchon, sentant sa douceur sous les crêtes de ma peau. L'Armagnac, c'était mon petit plaisir. Pas de façon excessive, mais de manière lente, délibérée. Un seul verre à la fin d'une journée passée à m'occuper du potager ou à nettoyer les gouttières. À l'époque où Michel était en vie, il nous en servait un à chacun après le dîner. Le dimanche, nous nous asseyions sur la balancelle de la terrasse, laissant les grillons emplir le silence. C'était avant que la crise cardiaque ne me prive de ce choix. Je n'ai pas touché une goutte depuis. Étienne le savait. Il était là, à l'hôpital, quand le médecin m'a tout expliqué. La longue liste de choses que je ne pouvais plus manger ou boire si je voulais voir mes 70 ans. Il n'avait pas dit grand-chose à ce moment-là, fixant simplement son téléphone, ses pouces en mouvement. Je m'étais dit qu'il essayait de se distraire. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûre. Nous n'avions pas eu de dispute violente, pas le genre de celle qu'on voit dans les films où quelqu'un sort en trombe et claque la porte. Non, nous avions simplement arrêté. D'abord, il a manqué un dîner du dimanche. Puis, il n'est pas venu pour la Toussaint. Au deuxième Noël sans lui, j'ai compris que nous ne nous parlions plus du tout. Le silence a une façon de devenir une habitude. Alors, revoir son écriture après tout ce temps, ça a serré quelque chose dans ma poitrine. Pas de la joie, ni même du soulagement, juste un poids que je ne pouvais nommer. L'enveloppe collée sur le côté du paquet était d'un blanc uni. À l'intérieur, une simple carte avec « Bon anniversaire » à l'encre bleue. Pas de « Maman », pas de signature. Juste ces 2 mots, comme s'ils avaient peur d'en dire plus. Je n'ai pas ouvert la bouteille. Je n'y ai même pas pensé. Je l'ai glissée à l'autre bout de la table et je suis retournée à mon café, qui avait refroidi. L'horloge au-dessus de la cuisinière égrenait les secondes d'une manière si régulière et délibérée qu'elle rendait la maison encore plus vide. Le visage de Robert Fournier m'est venu à l'esprit. Robert est le genre d'homme qui n'arrive jamais les mains vides ou sans une caisse à outils à l'arrière de sa camionnette. Il y a 2 étés, après qu'un violent orage a arraché la moitié des tuiles de mon toit, il était sur une échelle à 8 heures du matin, marteau à la main, avant même que j'aie bu ma première tasse de café. C'est le genre de personne qui n'attend pas qu'on lui demande de l'aide. Si quelqu'un méritait quelque chose de bien, c'était lui. Et comme je ne pouvais pas boire l'Armagnac moi-même, l'idée de le voir prendre la poussière sur mon étagère me semblait mauvaise. Robert l'ouvrirait, le partagerait avec des amis, et lui donnerait une histoire à raconter. Cela me semblait mieux que de le regarder se ternir derrière une vitre. En milieu d'après-midi, la bouteille était bouclée sur le siège passager de ma vieille 4 litres. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, une habitude peut-être, mais l'idée qu'elle puisse se renverser pendant le trajet me mettait mal à l'aise. Le soleil déclinait vers l'ouest, peignant tout de cette lumière ambrée qu'on ne trouve qu'à la fin du mois d'octobre. Les champs le long de la départementale 6 commençaient à brunir, le colza coupé à ras. L'air sentait légèrement la fumée d'un feu de branchage. La maison de Robert se trouve sur une petite colline à la lisière du village. Une maison blanche en crépi avec une terrasse qui fait le tour, toujours comme sortie d'une carte postale. Je me suis garé, le gravier crissant sous les pneus, et j'ai coupé le moteur. Il a ouvert la porte avant que je puisse frapper, vêtu d'une chemise en flanelle rouge et d'un jean délavé, de la sueur encore accrochée à ses bottes. Ses yeux se sont immédiatement posés sur la bouteille dans mes mains. « Hélène, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'avançant. « De la part d'Étienne » dis-je en la lui tendant. Ses sourcils se haussèrent. « Étienne t'a envoyé ça ?»« Oui. Je me suis dit que tu l'apprécierais plus que moi. » Il l'a pris avec précaution,
la tournant pour lire l'étiquette. C'est quelque chose, ça, Hélène. C'est le genre de bouteille qu'on garde pour une occasion spéciale. Alors fais de ce soir une occasion spéciale, dis-je, et je le pensais. Il sourit. Je crois que c'est ce que je vais faire. Merci. Ça m'a fait du bien de la lui donner, de la voir arriver là où elle serait appréciée. Je suis remontée dans la voiture, la lumière tardive balayant le tableau de bord. En rentrant, je n'arrêtais pas de penser à la bouteille, non pas par envie de boire, mais par curiosité. Étienne ne dépensait jamais autant d'argent sans raison. Bon sang, la moitié du temps quand il était plus jeune, il m'empruntait de l'argent pour l'essence et oubliait de me rembourser. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi un cadeau qu'il savait que je n'utiliserais pas? La pensée me taraudait alors que je garais la voiture dans l'allée. J'ai chassé cette idée. Tout n'a pas besoin d'une raison, me suis-je dit. Mais je ne le croyais pas. Ce soir-là, j'ai préparé un pot-au-feu et la maison s'est remplie d'une odeur d'oignons et de carottes. Le genre de repas qui est meilleur partagé, même si je l'ai mangé seul. L'horloge murale avançait vers 21 heures. Je lavais la dernière assiette quand le téléphone a sonné, le fixe. Presque plus personne n'appelle sur cette ligne. Allô? Maman. La voix d'Étienne, douce, désinvolte, comme si le temps n'avait pas passé. Je me suis appuyée contre le comptoir. Étienne. Bon anniversaire, dit-il, avec un temps de retard qui ne sonnait pas naturel. Tu as eu mon cadeau? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle bouteille. Tu l'as déjà goûtée? Son ton changea, juste un peu, plus vif sur les bords. Non. Je l'ai donné à Robert. Je me suis dit qu'il en profiterait mieux. Silence. Pas une coupure. Pas de grésillement, juste une longue et lourde pause. Tu l'as donné à Robert. Sa voix s'était refroidie. C'est ça. Il y eut un son comme une expiration, lente et mesurée. Ah! Puis la ligne est devenue muette. J'ai regardé le combiné un instant avant de le reposer sur son socle. L'horloge continuait de faire tic-tac. Mon estomac était noué, non pas à cause du pot-au-feu, mais à cause de quelque chose de moins tangible. La façon dont il avait posé la question sur l'Armagnac, comme si cela avait une importance que ça ne devrait pas avoir. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je suis allée me coucher, mais le sommeil est venu lentement. Quand je me suis enfin endormie, c'était d'un sommeil léger et agité, le genre qui vous laisse plus fatigué au réveil. Le lendemain matin, j'ai essayé de chasser ces pensées, je me suis versé une tasse de café frais, je me suis assise avec le journal, mais le téléphone a de nouveau sonné en milieu de journée. Le numéro qui s'affichait était inconnu, mais l'indicatif était local. Madame Dalton, dit une voix quand j'ai répondu. Oui. C'est Martine Fournier, la femme de Robert. Sa voix était tendue. Je pensais que vous devriez savoir. Robert est à l'hôpital. Il s'est effondré ce matin. Il pense que c'est peut-être une sorte d'empoisonnement. Le café dans ma main est devenu instantanément froid. Empoisonnement. Il allait bien hier soir, dit-elle. On a pris un verre avec le dîner, et ce matin, il tenait à peine debout. Les médecins font des analyses. Je ne parlais pas. Mes yeux se sont tournés vers le comptoir, vers l'endroit vide où se trouvait l'Armagnac moins de 24 heures auparavant. Est-ce qu'il a mangé quelque chose d'inhabituel? Demanda-t-elle. Ma bouche était sèche. Non. Mais je lui ai donné une bouteille hier. L'Armagnac d'Étienne. Il y eut une pause. En arrière-plan, j'entendais les bruits de l'hôpital, les bips des moniteurs, un chariot qui grinçait dans un couloir. Je vais le dire au médecin, dit-elle finalement. Si vous pensez à autre chose, n'importe quoi, appelez-moi. J'ai promis que je le ferais, puis j'ai raccroché. Je suis restée debout dans la cuisine, la maison silencieuse autour de moi. La lumière d'octobre était devenue pâle et plate. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Quand je l'ai finalement fait, c'était pour me diriger vers la poubelle. Quelque chose de blanc a attiré mon attention près du fond, une petite fiole en plastique, comme celle pour les vitamines. Pas d'étiquette, juste une fine couche de poudre accrochée à l'intérieur. Je ne me souvenais pas l'avoir jetée. Je l'ai ramassée. Le bouchon était bien vissé. Je suis allée au réfrigérateur. Sur l'étagère du milieu se trouvait un bocal en verre contenant environ un demi-verre d'Armagnac, le reste de ce que j'avais versé pour que Robert goûte avant de lui donner la bouteille. Je ne me souvenais même pas l'avoir gardé jusqu'à ce moment. Mes mains tremblaient en le sortant et en le posant sur le comptoir à côté de la fiole.
Guy. Guy et moi nous connaissions depuis plus de 30 ans, et maintenant il dirigeait un petit laboratoire vétérinaire à la sortie du village. Il me devait une faveur depuis quelques hivers, quand j'avais sorti sa camionnette d'un fossé. Je l'ai appelé. Guy, j'ai besoin que tu analyses quelque chose pour moi. Discrètement. Qu'est-ce que c'est, Hélène? De l'armagnac. Et peut-être autre chose. Il n'a pas posé plus de questions, m'a juste dit de le retrouver après la fermeture. Ce soir-là, je suis allé à son laboratoire, le bocal en verre enveloppé dans un sac en papier sur le siège à côté de moi. Guy m'a retrouvé sur le parking, blouse de laboratoire par-dessus un sweat, une légère odeur de désinfectant flottant dans l'air. C'est le genre de choses que je vais regretter, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Dis-moi juste ce qu'il y a dedans, ai-je dit. Il a hoché la tête, a pris le sac et a disparu à l'intérieur. Je suis restée assise dans la voiture, le moteur en marche, regardant la lumière s'estomper dans le ciel. La radio était éteinte. Mes pensées revenaient sur les dernières 24 heures, retraçant chaque étape, l'écriture, la bouteille. La voix d'Étienne quand je lui ai dit que je l'avais donnée à Robert. Cette longue et lourde pause. Mon estomac se serra. Guy a appelé le lendemain, juste après-midi. Hélène, ça ne va pas te plaire. Il y a quelque chose dans l'armagnac. De l'aconite. À la bonne dose, ça peut arrêter le cœur d'un homme. J'ai fermé les yeux. Le téléphone me semblait lourd dans ma main. Tu as dit que Robert en avait bu. Oui. Mais pas toi. Non. Il laissa échapper un lent soupir. Alors tu viens peut-être d'échapper belle. Et c'est là que se termine la première partie de cette histoire. Pas avec des réponses, mais avec une question qui allait m'emmener dans des endroits où je n'aurais jamais pensé devoir aller. Parce qu'au moment où j'ai raccroché, j'ai su qu'Étienne m'avait envoyé plus qu'un cadeau. Il m'avait envoyé un message. Je pensais qu'il n'y avait pas de son pire que le téléphone qui sonne au milieu de la nuit. Il s'avère que si. C'est le téléphone qui sonne quand on sait déjà, au fond de soi, que les nouvelles seront mauvaises. Quand Guy a raccroché après m'avoir dit que l'armagnac contenait de l'aconite, le monde autour de moi est devenu très calme, comme si la maison retenait son souffle. Je ne suis pas restée là à y penser. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise, pris mes clés de voiture sur le crochet près de la porte et je me suis dirigée vers l'hôpital Saint-Luc. Le trajet jusqu'au village n'était qu'une succession de feux rouges et de carrefours vides, le genre de fin de matinée où le soleil semble vif mais ne donne aucune chaleur. Je me suis garée dans le coin le plus éloigné du parking, par habitude, et j'ai marché vite, une main dans ma poche, l'autre pressée contre mes côtes comme pour stabiliser ce qui bougeait en moi. Les hôpitaux ont tous la même odeur. Quelque chose de stérile mêlé à du café brûlé. Et la lumière est toujours trop blanche. Une bénévole m'a indiqué la chambre de Robert. Il ne ressemblait pas à l'homme qui avait grimpé sur mon toit sans qu'on le lui demande. Il avait l'air plus léger, délavé, sa peau d'une teinte plus pâle que l'oreiller sous sa tête. Les moniteurs à son chevet bourdonnaient et clignotaient au rythme d'un battement de cœur lent et obstiné. Martine était assise sur une chaise en plastique, aussi près que possible du lit. Elle avait ce regard que j'ai vu 100 fois, celui que les gens portent quand ils attendent quelque chose qui refuse de se dépêcher de finir. « Hélène, dit-elle en se levant. Merci d'être venue. Comment va-t-il ? » Ils essaient de stabiliser son rythme cardiaque. Ses mains étaient jointes sur sa poitrine, non pas en prière, mais comme si retenir l'air fermement l'empêcherait de s'échapper. Ils ont dit avoir trouvé des signes d'une toxine végétale. Ils font d'autres tests. Je me suis approchée du lit. La bouche de Robert était entr'ouverte, une ligne de souffle entrant et une ligne de souffle sortant. Ses cheveux, toujours soigneusement peignés en arrière, étaient tombés sur son front d'une manière qui le faisait paraître plus jeune et plus fragile à la fois. Je n'étais pas de la famille, pas sur le papier. Mais le sang n'est pas la seule mesure de la proximité. Parfois, c'est la personne qui se présente avec un marteau et un sourire avant que vous n'ayez eu le temps de vous inquiéter que votre toit puisse fuir. A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel hier soir ? Ai-je demandé. Ou bu quelque chose qu'il ne boit pas d'habitude ? Nous avons tous les deux bu un verre avec le dîner. Elle me regarda, la question déjà là. La bouteille que tu as apportée. Il a dit que c'était le meilleur. Armagnac qu'il ait jamais goûté. Il voulait garder le reste pour une occasion spéciale. Ma mâchoire se contracta sans que je le lui ordonne. Il faut que tu dises exactement ça au médecin, dis-je. Dis-leur qu'elle était neuve, non ouverte. Et dis-leur que je peux leur fournir un petit échantillon de la même bouteille.
Elle tendit la main comme pour prendre la mienne, puis se ravisa et agrippa la barrière du lit à la place. Hélène, qu'est-ce que c'est? Penses-tu que... Je ne sais pas ce que je pense, dis-je, ce qui n'était qu'à moitié un mensonge. Mais je vais le découvrir. Le médecin est entré. Un homme dans la cinquantaine avec un visage qui avait appris à ne pas réagir. Il a expliqué, d'un ton calme et exercé, les rythmes, les enzymes et l'observation. Il n'a pas dit ce qu'il ne savait pas, et il ne savait pas grand-chose encore. Quand il est parti, Martine s'est rassise, et j'ai promis de l'appeler dès que j'aurai quelque chose d'utile. Elle a hoché la tête, mais son hochement n'avait aucun poids. C'était quelque chose à faire avec sa tête, car ses mains étaient déjà occupées à rester serrées. Je suis sortie, la mâchoire toujours crispée et les mains enfoncées dans les poches de ma veste. Les portes automatiques se sont ouvertes, me frappant d'un air qui semblait anormal pour octobre, aussi lumineux qu'une carte postale et aussi froid qu'une église. Dans la voiture, je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je suis restée assise, la clé à mi-course dans le contact, et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je ressemblais à une femme qui n'avait plus rien à briser, qui n'ait déjà été fêlée une fois. Aconite, dis-je à voix haute, testant les mots dans l'air comme un menuisier vérifie une planche pour voir si elle est voilée. Il sonnait méchamment. Il sonnait délibérément. Sur le chemin du retour, la route se déroulait comme une cassette que l'on a trop écoutée. J'ai tourné dans ma rue sans rien remarquer d'autre. Les boîtes aux lettres, le chien à la maison du coin, l'homme qui ratissait les feuilles avec son fils. Je me suis garée, j'ai verrouillé la voiture sans réfléchir et je suis allée directement au réfrigérateur. Le bocal en verre avec le fond d'Armagnac était toujours là, sur l'étagère du milieu, caché derrière le lait. Je l'ai soulevé à la lumière et j'ai regardé le liquide s'enrouler contre le verre quand je l'ai incliné. On ne le saurait pas en le regardant. On ne le sait jamais. Toutes les pires choses se présentent sous des apparences inoffensives. J'ai posé le bocal près de l'évier et j'ai traversé la pièce jusqu'à la poubelle. J'avais jeté cette petite fiole blanche hier. Je n'avais pas sorti le sac. Je suis une vieille femme vivant seule, et ma poubelle ne se remplit pas aussi vite qu'avant. J'ai soulevé le couvercle, j'ai regardé et j'ai senti mon corps s'immobiliser. Le sac avait été soulevé et remis à l'envers, et la fiole avait disparu. J'ai regardé la porte. Le pêne dormant était enclenché comme je l'avais laissé la nuit dernière. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées. Je ne garde pas de double des clés sous des pierres ou des paillassons. Je ne garde pas de double des clés là où un imbécile raisonnable pourrait l'imaginer. Pourtant, quelqu'un était venu. Je pouvais le sentir, de la même manière qu'on sait qu'une pièce a été réarrangée, même si on ne peut pas nommer ce qui a bougé. J'ai pris une longue inspiration par le nez et je l'ai laissé sortir lentement. Pas de panique. La panique est bruyante et stupide. J'avais besoin de quelque chose de calme et d'utile. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Guy. Elle a disparu, dis-je quand il a répondu. Quoi donc? La petite fiole dont je t'ai parlé. Quelqu'un l'a prise dans ma poubelle. Je ne l'ai pas déplacée. Je sais ce que mes propres mains ont fait dans ma propre maison. Il ne m'a pas dit que je pouvais me tromper. Guy comprend le coup d'ignorer ce que votre instinct sait déjà. Tu dois impliquer les forces de l'ordre. Je peux documenter ce qu'il y a dans l'Armagnac, mais cette fiole aurait été une preuve nette de manipulation. Je sais, dis-je. Je le ferai. Et Hélène? Oui. Ne laisse pas la personne qui a fait ça penser que tu dors dessus. Je ne dors pas, dis-je, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai fait du café que je ne voulais pas et je me suis assise à la table avec un bloc-notes. L'acte d'écrire me calme. J'ai tracé une ligne au centre de la page et j'ai intitulé le côté gauche, ce que je sais, et le côté droit, ce que je peux prouver. Sous ce que je sais, j'ai écrit. Étienne a envoyé la bouteille. Étienne a demandé si je l'avais goûté. Le ton d'Étienne a changé quand j'ai dit que je l'avais donné à Robert. L'Armagnac que Guy a testé contient de l'aconite. La fiole a disparu. Sous ce que je peux prouver, j'ai écrit. Le test de Guy. L'échantillon restant est dans le bocal. L'appel d'Étienne hier soir, si ma mémoire est bonne. Puis j'ai regardé les deux colonnes et j'ai voulu tracer un pont entre elles. Les ponts n'apparaissent pas parce qu'on le veut. Il faut les construire. J'ai sorti le petit enregistreur vocal numérique du tiroir du bureau. Il est vieux, un peu éraflé au coin. Un truc bon marché qui a fait son travail sans jamais être remercié pour cela. J'ai vérifié la batterie, à moitié pleine. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, là où son poids ressemblerait à une main sur ma poitrine, me rappelant de respirer.
Il était un peu plus de midi quand je suis arrivée dans le lotissement d'Étienne. Sa maison se trouvait dans une rangée d'autres maisons qui ressemblaient à des variations de la même idée. Revêtement neutre, numéro en laiton sur une applique de Porsche qui s'allumait toute seule quand le soleil commençait à décliner. Sa voiture était dans l'allée, propre, plus récente que la mienne d'une décennie. Je me suis approchée et j'ai frappé. Il a ouvert la porte avec un visage qui a changé 2 fois avant de se fixer. Surprise, puis calcul, puis quelque chose qu'il pensait ressembler à de la chaleur. « Maman », dit-il, comme s'il m'attendait, et aussi comme s'il n'avait aucune idée de ce que je pouvais vouloir. « C'est inattendu. »« Vraiment ?» demandai-je en entrant sans attendre. L'endroit sentait le citron et rien d'autre. Il le garde bien rangé. Toujours. Tout à angle droit. Rien qui traîne, à l'exception du genre de livre qu'on achète pour montrer qu'on s'y connaît un peu. J'ai entendu pour Robert, dit-il en fermant la porte. C'est effrayant. Léa est avec lui maintenant. Les médecins pensent que c'est peut-être un virus. C'est ce qu'ils pensent. J'ai gardé un ton plat. Si je le poussais, il se braquerait. Si je montrais de la douceur, il l'utiliserait. C'est ce qu'elle a dit, répondit-il. C'est ce qu'ils disent. Je me suis dirigée vers la cuisine. Là, sur le comptoir, se trouvaient 3 bouteilles, 2 de bourbon, une de riz, alignées comme des soldats. Aucune n'était de la marque qu'il m'avait offerte. Aucune n'était ouverte. Je me suis retournée vers lui. Il me regardait observer ses affaires, et il souriait comme quelqu'un qui croit que l'apparence de son sourire correspond à son effet. « Tu as goûté la bouteille que tu m'as envoyée ?» ai-je demandé. Il a ri doucement. « Le but était que tu en profites. Tu sais, pour ton anniversaire. Tu sais que je ne bois plus. » Les gens changent, dit-il avec un haussement d'épaule, qui me donnait l'impression de n'avoir aucun intérêt particulier. Je me suis approchée d'un pas du comptoir et j'ai passé un doigt sur le bord du verre vide posé près de l'évier, comme une femme qui tue le temps pendant que son hôte prépare le café. Robert a bien aimé, dis-je. Il a dit que sa coulée préférée était celle de l'étagère du milieu, le single malt. Il a cligné des yeux une seule fois, plus lentement qu'un réflexe. Oui. C'est drôle, dis-je, et je pouvais sentir l'enregistreur dans ma poche, stable comme un battement de cœur. Je ne t'ai jamais dit où elle était rangée. Pendant la plus petite fraction de seconde, il est resté immobile, comme un animal qui entend une brindille craquer. Puis sa bouche s'est relevée d'un côté, et il a secoué la tête avec un petit rire étudié. Tu as dû le faire. Tu deviens bavarde quand tu es sentimentale. Non, je ne l'ai pas fait, dis-je, et j'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il doive choisir entre détourner les yeux ou me défier du regard. Il a choisi une 3e option. Il a attrapé un torchon et a commencé à essuyer un verre qui était déjà sec. « Maman, dit-il, en regardant le verre au lieu de moi. Tu réfléchis toujours trop. Tu trouves toujours quelque chose à réparer, même quand personne ne te le demande. Tu m'as envoyé une bouteille à 500 € que je ne peux pas boire, dis-je. J'essaie de réparer ça. » Il posa le verre et écarta les mains comme un homme qui n'a rien à cacher. « Alors peut-être ne le fais pas. Peut-être accorde-moi le bénéfice du doute pour une fois. » Sa voix pouvait passer pour raisonnable si vous ne l'aviez pas écouté pendant plus de 30 ans. Mon fils a une façon de paraître sincère quand il récite un texte. Cette pause de la nuit dernière était assise entre nous comme une 3e personne dans la pièce, sur le comptoir, balançant ses jambes. « Je vais te poser une question, dis-je. Et je vais laisser le silence qui suivra me donner la réponse. » Il me lança un regard comme si nous jouions aux échecs et que j'avais annoncé mon prochain coup à voix haute. « D'accord. As-tu trafiqué cet Armagnac ? » Le silence. C'est une chose vivante quand on l'utilise correctement. Le réfrigérateur bourdonna. L'horloge du micro-ondes passa de 12h09 à 12h10. Une voiture passa dehors, assez lentement pour que nous entendions tous les deux les pneus sur le bitume. Il ne détourna pas le regard. Il ne parla pas non plus. « Au revoir, Étienne, dis-je, parce que parfois, partir est la seule phrase qui compte. » Il a dit mon prénom alors que je me tournais, « Maman », sur ce ton où le mot est à la fois un hameçon et un avertissement. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. « Tu continues à m'accuser de choses, tu vas me repousser, dit-il. »« Je n'accuse pas, dis-je à la porte. Je collectionne. » Dehors, l'air était vif et un peu métallique. Je me suis assise dans la voiture et j'ai appuyé mon pouce sur le bouton d'arrêt de l'enregistreur. La lumière rouge s'est éteinte.
Je l'ai posé sur le siège à côté de moi et je l'ai regardé comme si c'était un témoin que je devrais peut-être appeler plus tard. Mes mains étaient stables. Ma tête ne l'était pas. Je ne suis pas rentrée chez moi. Pas encore. Je me suis garée à l'autre bout du parking d'un supermarché où personne ne me dérangerait et j'ai passé un appel que je repoussais depuis le moment où Guy avait dit « Aconite ». Commissaire Reynaud, dit une voix après 2 sonneries. Commissaire, je m'appelle Hélène Dalton. Je crois avoir des informations concernant un empoisonnement. J'ai un échantillon de la substance et un enregistrement audio qui pourrait vous intéresser. Il ne m'a pas demandé de m'expliquer sur le champ au téléphone. Les hommes qui connaissent leur travail n'exigent pas toute la vérité dès le premier souffle. Pouvez-vous passer cet après-midi ? Demanda-t-il. Oui, dis-je. Je peux. Il m'a donné 1 heure et un numéro de bureau, niché au fond d'un couloir du commissariat. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise, les mains sur le volant, regardant droit devant moi. Les portes automatiques du supermarché s'ouvraient pour personne et se fermaient pour personne d'autre. Les gens allaient et venaient, transportant des sacs en papier remplis de pommes, de lait et de choses qui donneraient à leur maison une odeur de dîner que je me souvenais. De retour à la maison, je me suis arrêtée à la boîte aux lettres, parce que parfois, on a besoin de faire quelque chose d'ordinaire pour empêcher les autres choses de vous engloutir. Des prospectus, une facture, une publicité de supermarché, et une carte postale d'un concessionnaire automobile qui pense pouvoir m'acheter avec un financement à 0%. À l'intérieur, j'ai mis le bocal en verre dans un sac de congélation, je l'ai scellé comme si je savais ce que je faisais, et je l'ai glissé dans une vieille boîte à cigares que j'avais gardée pour des clous. L'enregistreur est allé dans la même boîte. J'ai mis la boîte dans un sac en papier avec des poignées. J'ai mis ce sac dans un autre sac, parce qu'une fois qu'on vous a fait disparaître quelque chose de votre poubelle, les doubles couches commencent à ressembler moins à de la paranoïa et plus à du bon sens. J'ai appelé Martine. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix faible. Martine. Je vais à la police, dis-je. J'ai un échantillon et autre chose. Robert se repose, dit-elle. Ils l'ont mis sous moniteur. Il n'arrête pas de se réveiller et de demander quel jour on est. Je le lui dis et il hoche la tête comme s'il essayait de décider s'il me croit. Je t'appellerai après avoir vu le commissaire, dis-je. Dis-lui que je passerai après, s'il veut voir un vieux visage qui ne lui demande pas d'être fort. Elle a ri, un seul son à bout de souffle. Il aime qu'on lui demande d'être fort, dit-elle. Mais il t'aime encore plus. J'ai fermé la maison à clé, j'ai vérifié la porte de derrière, j'ai revérifié les loquets des fenêtres, et je suis sortie vers la voiture. Le sac en papier était assis sur le siège passager comme une personne. Je l'ai bouclé, parce que l'habitude est un réconfort quand le bon sens se fait rare. Sur le chemin du commissariat, j'ai allumé la radio sans l'écouter. Les gens chantaient des choses qui semblaient simples. Ça m'a mise en colère, puis ça m'a fatiguée, puis ça ne m'a plus rien fait du tout. Le commissariat était plus frais que l'hôpital, d'une certaine manière, et sentait meilleur. Reynaud m'a accueilli dans un petit bureau avec une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Il était beaucoup plus jeune que moi, mais plus vieux qu'un débutant, avec des yeux vifs, une cravate qui avait été redressée plus d'une fois aujourd'hui. Il m'a offert de l'eau. J'ai dit oui, parce que ma bouche était sèche et parce que les gens remarquent quand vous refusez tout ce qu'ils vous offrent. Il a attendu que je prenne une gorgée avant de poser sa première question. Parlez-moi de cet Armagnac. Alors je l'ai fait. Je lui ai donné les dates, les mots qu'Étienne avait utilisés, et la pause qui ne ressemblait pas à de la surprise. Je ne lui ai pas donné mes théories. Je lui ai donné les fiches des faits et je l'ai laissé les empiler comme il le voulait. Puis j'ai posé le sac en papier sur son bureau, j'ai sorti la boîte, je l'ai ouverte et j'ai posé le bocal en verre et l'enregistreur sur son sous-main, comme des outils au début d'un travail. Il ne les a pas encore touchés. Il a posé des questions qui semblaient petites mais qui ne l'étaient pas. Qui d'autre a les clés de votre maison? Quand avez-vous vérifié votre poubelle pour la dernière fois? Avez-vous parlé de la fiole à quelqu'un d'autre que Guy? Puis il a soulevé l'enregistreur et l'a pesé dans sa main, de la manière dont un homme le fait quand il réfléchit au poids que pourrait avoir un mot si on devait le porter. Vous comprenez, dit-il. Ceci ne devient pas une affaire parce que vous et moi avons un pressentiment. Ça devient une affaire quand ce que vous m'avez remis peut survivre au regard des autres. Je comprends, dis-je. Je veux que d'autres personnes le regardent. Il a hoché la tête. Nous enverrons le liquide au laboratoire de la police scientifique. Nous ferons une copie de votre audio. S'il y a matière, nous agirons. S'il n'y en a pas, nous vous dirons exactement pourquoi nous ne pouvons pas. Ça vous va?
Ça me va, dis-je, et je le pensais. Je ne cherche pas à faire punir le mauvais homme. Je cherche à ce que la bonne vérité soit dite. Quand je me suis levée pour partir, il a prononcé mon nom comme s'il le prenait pour voir comment il se sentait. Madame Dalton. Oui. Ne parlez plus à votre fils avant que je vous le dise. S'il vous contacte, notez l'heure et ce qu'il dit, et gardez vos réponses plus courtes que ses questions. J'ai hoché la tête, surprise par le sentiment que quelqu'un d'autre était enfin prêt à porter un coin du fardeau que je tenais. Dehors, l'après-midi était devenu d'un gris terne et lumineux, le genre qui fait plus mal aux yeux qu'il n'éclaire le chemin. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Martine était dans la même chaise, et les mêmes machines chantaient leurs silencieuses berceuses électroniques. Robert semblait plus lui-même, petit à petit. Sa peau avait retrouvé un peu de couleur, et sa bouche était moins tendue autour du souffle qui allait et venait. J'ai posé ma main sur la barrière et ses yeux se sont entr'ouverts. « Tu as une sale tête, murmura-t-il. Tu devrais voir la tienne, dis-je. Et il a souri, juste du côté gauche de sa bouche. La façon dont les hommes le font quand sourire demande trop d'efforts au reste de leur visage. J'ai entendu dire que tu te faisais des amis à la gendarmerie, dit-il. J'essaie de m'assurer qu'ils sont de notre côté quand ils se pointent, dis-je. Il a refermé les yeux, a hoché la tête une fois, et s'est assoupi. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, écoutant la machine le garder honnête sur son rythme cardiaque. Martine murmurait des choses qui n'appartiennent qu'à eux. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé Guy pour le remercier d'avoir agi plus vite que je n'avais le droit de le demander. Il m'a dit que c'était à ça que servaient les amis et de faire attention à moi. J'ai dit que je le ferais. À la maison avait l'audace d'être exactement comme je l'avais laissée. Le silence était assis dans les pièces comme un invité qui refuse de rentrer chez lui. Je me suis fait une omelette que je n'ai pas finie et j'ai lavé la poêle. Parce qu'il y a des choses que l'on fait juste pour se prouver qu'on est toujours la même personne qui les fait. Je suis allé au placard du couloir, j'ai descendu la boîte ignifugée de l'étagère du haut et je l'ai ouverte sur la table de la cuisine. Elle contenait les papiers d'une vie, certificat de naissance, l'acte de propriété de la maison, et l'alliance en or rose de Michel que je ne suis pas encore prête à abandonner. J'ai ajouté un post-it à l'intérieur du couvercle, échantillon d'Armagnac avec la police. Ne pas jeter. Je ne sais pas à qui s'adressait la note. Peut-être à moi. J'ai dormi sur le canapé avec la lumière du couloir allumée. Je n'avais pas fait ça depuis la nuit qui a suivi ma crise cardiaque, et ma poitrine n'aimait pas la façon dont ces deux faits se tenaient l'un à côté de l'autre. Je me suis réveillée avant l'aube, parce que le corps se souvient des vieilles alarmes. J'ai fait du café et je ne l'ai pas bu. J'ai écouté la maison respirer. Quand le soleil a finalement décidé de se montrer, j'ai appelé Martine et je lui ai dit que je passerais vers midi. Elle a dit que le médecin pensait que Robert serait transféré hors de l'unité de soins intensifs si ses constantes continuaient de bien se comporter. Se comporter est un mot pour les tout-petits et les battements de cœur. J'aime le son de ce mot. À 10 heures, le téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, parce que j'avais appris quelque chose d'important hier. On ne doit de réponse à personne avant d'être prêt à la donner. Le message est arrivé après la deuxième sonnerie. J'ai attendu, puis j'ai appuyé sur lecture. Maman, c'est moi. La voix d'Étienne, tendue comme un fil. Il faut qu'on parle. Le plus tôt sera le mieux. Il a fait une pause. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai noté l'heure et les mots exacts et j'ai mis la note dans la boîte ignifugée, parce que parfois, il faut fabriquer ses propres preuves. J'ai regardé par la fenêtre mon jardin, qui refuse de rester vert, peu importe combien on l'arrose. La balancelle de la terrasse a grincé une fois. Pas de vent que je puisse voir. La journée était à nouveau trop calme. Si vous voulez que je dise que je n'avais pas peur, je ne le dirai pas. La peur n'est plus une chose que je fuis. Elle appartient à la vérité comme les clous appartiennent au bois. Ils la maintiennent ensemble. Je suis resté là, dans la cuisine, la main sur le dossier d'une chaise, et j'ai su ceci sans l'écrire. Quoi que ce soit, cela avait dépassé le point où une mère et un fils pouvaient arranger les choses à une table en parlant plus lentement et plus doucement que la dernière fois. Cela avait dépassé le point où une bouteille n'était qu'un cadeau et un hôpital n'était qu'un endroit qui arrive aux autres. Ça allait empirer avant de s'améliorer. Et j'allais continuer à marcher vers cela. Une pièce, un appel téléphonique, une respiration stable à la fois. Il y a une sorte de silence qui ne reste pas en place. Il fait les 100 pas. Il tapote le bord de votre tasse de café.
Il observe le téléphone sur le comptoir et compte jusqu'à 60 avec vous, puis recommence. Le commissaire Reynaud m'avait dit de ne pas parler à mon fils, alors je n'ai pas rappelé Étienne. J'ai noté l'heure de son message vocal comme si c'était une plaque d'immatriculation dont je devais me souvenir. Le matin, j'ai fait exactement ce que le commissaire avait demandé, et pourtant la maison me semblait surveillée. J'ai laissé le téléphone sur la table du couloir et j'ai parcouru les pièces les mains derrière le dos, non pas parce que je m'attendais à trouver quoi que ce soit, mais parce que les gens comme moi ne s'assoient pas quand nous pouvons rester debout. Ne nous reposons pas quand il y a un travail inachevé. La lumière d'octobre entrait plus fine aujourd'hui. Un drap blanc suspendu au-dessus du soleil. J'ai vérifié la porte de derrière, les loquets des fenêtres, l'entrée latérale du garage avec la serrure têtue qu'il faut soulever en tournant. Tout était en ordre, tout était normal. Normal n'est pas la même chose que sûr. J'ai fait une deuxième cafetière. Je ne l'ai pas bu et j'ai ouvert la boîte ignifugée sur la table de la cuisine. À l'intérieur, l'acte de propriété, une pile de formulaires d'assurance, l'alliance de Michel, la fiche où j'avais copié les mots exacts du message d'Étienne. J'ai ajouté une autre fiche, commissaire Reynaud, 14h30, soulignée 2 fois. Toute la matinée, j'avais repoussé l'appel au commissariat, non pas par hésitation, mais parce que je voulais arriver avec une journée de stabilité en moi. Avant de partir, j'ai fait un dernier tour lent de la maison. Dans l'entrée, je me suis arrêtée. Le pêne dormant était aligné avec la gâche, mais avec un décalage d'une fraction de millimètre, une nouvelle éraflure sur le bord du métal, légère, comme celle qu'une clé qui n'est pas parfaitement taillée laissera après quelques utilisations. Rien de cassé, rien de forcé, juste une marque que l'on ne remarque que si l'on connaît la porte comme les os de sa main. Une pensée s'est installée dans ma poitrine et n'a pas bougé. Quelqu'un s'était introduit chez moi. Je suis allée au tiroir à bric-à-brac et j'ai trouvé un bout de fil et un morceau de ruban adhésif transparent. J'ai posé le fil au bas du cadre de la porte et je l'ai fixé avec le ruban adhésif pour qu'il reste en place. Une astuce que j'avais apprise d'un caporal qui en avait assez de trouver son casier fouillé. On ne piège pas un voleur, on raconte une histoire sur sa présence ou son absence. Quand je suis montée dans la 4 litres, la maison semblait vide et inoffensive, ce qui est exactement l'apparence qu'une maison devrait avoir. J'ai reculé quand même, comme si je laissais un animal endormi derrière moi. Saint-Luc est à 3 virages et une longue ligne droite du commissariat. Alors j'avais l'hôpital dans les os en marchant dans le couloir jusqu'au bureau du commissaire Reynaud. Il a l'une de ces pièces qu'il donne au gradé intermédiaire. Petite fenêtre, grand bureau, des piles de dossiers qui semblent pousser dans le noir. Il s'est levé pour me serrer la main et m'a désigné une chaise. Il n'avait pas l'air d'un homme qui avait veillé trop tard ni d'un homme qui avait trop bien dormi. Il avait l'air d'un homme qui savait quoi faire d'un fait net. « Merci d'être venue, Madame Dalton, dit-il. Et pour les échantillons d'hier. Nous les avons envoyés au laboratoire de la police scientifique. Les résultats préliminaires de votre ami Guy correspondent à ce que nous avons vu. Nous prenons cela très au sérieux. Je suppose que sérieusement à des niveaux, dis-je. Il a presque souri. C'est exact. Pour l'instant, cela signifie que nous rassemblons des confirmations. Le panel toxicologique de l'hôpital, votre audio, la chaîne de possession de votre échantillon. Il a glissé un bloc-notes vers moi. Je veux votre chronologie, dans vos propres mots. Quand vous avez reçu le colis, quand vous l'avez donné à Monsieur Fournier, quand votre fils a appelé, quand vous avez découvert que la fiole manquait. Je lui ai tout raconté, sans détour, en regardant son stylo bouger. Il n'a pas interrompu, sauf pour vérifier une heure ou un jour. Quand j'ai eu fini, il a tapoté le bloc-notes avec le côté du stylo et s'est penché en arrière. Vous avez dit que le sac poubelle avait été dérangé. Mis à l'envers. Je ne l'ai pas déplacé. Un signe d'effraction. Non. Quelqu'un d'autre a les clés? Pas de double cachet. Personne à qui j'en ai donné un récemment. Ma belle-fille en avait un. Mon fils en avait un quand il était plus jeune. Quand l'avez-vous vu en sa possession pour la dernière fois? La réponse voulait être « il y a une éternité », mais la vérité est entrée vêtue d'une blouse d'hôpital. Il y a 5 ans, après ma crise cardiaque, quand Étienne était passé à la maison pour prendre quelques affaires pour moi avant ma sortie. Il avait apporté un sac avec des chaussons, un jogging et mon chargeur de téléphone. À l'époque, je l'avais remercié pour la petite miséricorde de se souvenir du chargeur. Je ne lui avais pas demandé mes clés. J'avais supposé que je les avais laissées sur le comptoir de la cuisine. Après ma crise cardiaque, dis-je lentement. Il les avait alors. Je ne me souviens pas qu'il me les ait rendus.
Renaud a hoché la tête, ni surpris ni satisfait. Si quelqu'un est entré sans effraction, cela aide à expliquer la fiole manquante. Quelqu'un d'autre était au courant de la fiole? Juste Guy. Je lui demanderai de documenter sa conversation avec vous, juste pour montrer que nous n'inventons rien après coup. Il a refermé le bloc-notes. Madame Dalton, je vais vous le dire franchement. Ne rencontrez pas votre fils. S'il vous invite quelque part, faites-le moi savoir. S'il se présente, appelez-nous. Je ne pense pas qu'il soit intéressé par une conversation. Je pensais à la voix d'Étienne sur ma messagerie vocale, tendue comme un câble sous un capot de voiture qu'il ne faut pas toucher quand le moteur est chaud. Je ferai exactement ce que vous dites. Il a glissé une carte sur le bureau. Mon portable. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, appelez. Je préfère me tromper 2 fois qu'avoir raison trop tard. J'apprécie, dis-je en me levant. Lui aussi. En sortant, le bâtiment sentait le tonneur de photocopieur et la cire à parquet. J'ai pris les escaliers, 2 étages plus bas, et je me suis arrêté sur le palier pour respirer. Je n'étais pas essoufflé. Je vérifiais que le sol sous mes pieds était toujours le même que celui sur lequel j'avais marché en entrant. L'appel de Martine est arrivé alors que je garais la voiture dans le parking de l'hôpital. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Hélène, il va mieux, dit-elle, des larmes dans ses mots. Il le transfère de l'unité de soins intensifs à une unité de soins intermédiaires. Il n'arrête pas de s'excuser chaque fois qu'il se réveille, comme s'il pensait avoir gâché la fête de quelqu'un. Ce sera une fête quand il sera à la maison, dis-je. Je peux passer. S'il te plaît. Robert avait l'air délavé, mais solide, redressé maintenant, les yeux plus clairs. Il a attrapé mon avant-bras quand je suis entrée, cette vieille poignée de main de travailleur où l'on s'ancre l'un à l'autre au-delà du poignet. Tu as une tête encore pire aujourd'hui, dit-il, ce qui fit rire Martine à travers le mouchoir qu'elle tenait à son menton. J'ai apporté ma pire tête pour une visite, dis-je en tirant la chaise. J'apporterai la meilleure demain. Martine s'est excusée pour parler à une infirmière. Quand le rideau s'est refermé, Robert a baissé la voix. Hélène, entre nous. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis est revenu à moi. Tu penses qu'Étienne a fait ça? Je pense que cette bouteille n'était pas un cadeau. Il a observé mon visage comme s'il y apprenait une langue. Tu vas t'en sortir avec ça. Je vais respecter la loi, dis-je. Je vais rester stable. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai laissé la question en suspens assez longtemps pour lui montrer que je l'avais entendue. Je vais m'en sortir. Il a serré mon avant-bras une fois, puis a lâché. Les gens comme nous ne s'étreignent pas, sauf si nous enterrons quelqu'un. La pression et le laisser-passer pour ressentir sans la paperasse. Le rideau s'est ouvert et Martine est revenue avec une femme plus jeune à ses côtés, la trentaine, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, les yeux cernés de fatigue mais vifs. Je l'ai reconnue d'après des photos sur la cheminée chez Étienne. Léa. Ma belle-fille. Nous nous étions parlé 2 fois depuis le mariage, poliment, comme des voisins qui vivent à 2 rues l'un de l'autre. Hélène, dit-elle. Je suis contente que vous soyez là. Je me suis levée. Comment tenez-vous le coup? Elle a jeté un coup d'œil à Robert. Effrayée, en colère, surtout effrayée. Sa voix a baissé. Il faut qu'on parle. Martine a caressé la main de Robert et a dit « Je vous laisse 2 minutes » et elle est sortie dans le couloir. Une femme qui comprend quand une conversation a besoin d'intimité, même si ce n'est pas elle qui l'a demandé. Léa a fait un geste vers le petit salon familial au coin du couloir. Il y avait une machine à café qui donnait à tout un goût de plastique et 2 chaises au dossier trop droit pour être confortable. Elle ne s'est pas assise. Je ne l'ai pas fait non plus. Je ne sais pas ce que vous savez, dit-elle. Mais je sais qu'Étienne est différent depuis longtemps. Distant, secret. Il garde des bocaux sur une étagère dans le garage, des plantes séchées. Il dit que c'est pour un hobby. Il a rejoint des groupes en ligne sur l'extraction d'herbes. Je ne pensais pas. Elle a dégluti. Je ne pensais pas que ça avait un rapport avec quelque chose comme ça. Aconit Napel, dis-je. Vous avez entendu ce nom? Ses yeux ont montré une reconnaissance, ou de la peur, ou les 2. Oui. Je l'ai vu dans son historique de recherche. Je pensais qu'il lisait, c'est tout. Le commissaire Renaud voudra vous parler, si vous êtes d'accord. Elle a hoché la tête trop vite. Je l'ai déjà appelé. J'ai laissé un message. Bien, dis-je. Le soulagement et le chagrin sont cousins.
J'ai senti l'un rendre visite au nom de l'autre. Léa, si vous avez quoi que ce soit, capture d'écran, message, photo de ces bocaux, gardez-les. Laissez le commissaire tirer le fil. Elle m'a regardé assez intensément pour me voir. Pourquoi vous ferait-il ça? J'aurais pu dire une douzaine de choses. De l'argent que je ne voulais pas lui donner. Un amour que je ne donnais pas comme il le voulait. Des déceptions qui avaient développé des crochets. Au lieu de ça, j'ai dit la vérité telle que je la connaissais. Parce que s'il ne peut pas posséder l'histoire, il brûlera la page. Elle a tressailli comme si les mots étaient un courant d'air. Il m'a demandé ce matin si j'avais eu de vos nouvelles. Il a dit qu'il voulait savoir si vous aviez aimé la bouteille. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous l'aviez donnée à mon père. Nous sommes restés là quelques secondes avec cette phrase entre nous. Le genre de chose qui change de forme à mesure qu'on la regarde. Merci de me l'avoir dit, dis-je. Je suis désolée, dit-elle. Et je savais qu'elle le pensait pour tout, pas seulement pour la partie qu'elle avait dite à voix haute. Nous sommes retournés dans la chambre de Robert et avons dit des choses plus douces sur le temps, le football et le genre de soupe que la cafétéria essaie d'appeler poulet et vermicelle. Je suis partie quand l'infirmière est venue vérifier ses moniteurs, promettant d'apporter des magazines et faisant semblant que cela avait de l'importance pour le résultat. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la quincaillerie. J'ai acheté 2 nouveaux verrous et un paquet de ces petites alarmes autocollantes qui hurlent si une porte s'ouvre quand elles sont activées. Le vendeur m'a encaissé et a fait un commentaire sur l'hiver qui arrivait tôt. J'ai dit quelque chose sur le besoin de prendre de l'avance. Il a mis les verrous dans un sac comme s'ils étaient des provisions et m'a souhaité une bonne journée. On se dit ça les uns aux autres. Bonne journée. Si la journée veut bien écouter. À la maison, le fil que j'avais collé au bas du cadre de la porte était exactement là où je l'avais mis. Intact. Je suis passé par-dessus et j'ai refermé la porte derrière moi d'un clic doux. J'avais pensé à appeler un serrurier, mais installer les verrous moi-même, c'était comme faire mon lit dans un motel étranger. Si je le fais, peut-être que je pourrais poser ma tête sans tout ce bruit. J'ai installé le premier verrou sur la porte de derrière, puis le second sur la porte d'entrée, vissant les plaques lentement et fermement, les muscles de mes avant-bras familiers avec l'angle et la poussée. Les petites alarmes se sont collées au cadre de porte avec un son de pansement qu'on retire. Je les ai activées, et j'ai ouvert la porte pour entendre la preuve stridente qu'elles fonctionneraient. Elles l'ont fait. Bien. Quand j'ai eu fini, le soleil avait suffisamment baissé pour dessiner de longues ombres sur le sol. J'ai réchauffé une conserve de soupe et je l'ai mangée debout, le bol dans ma main gauche et la cuillère dans ma droite. Vieilles habitudes, moins de vaisselle à faire comme ça. Le téléphone a vibré sur la table du couloir. Je n'ai pas sursauté. Je m'en suis approchée à la vitesse d'une femme qui va répondre à sa porte. Numéro inconnu à nouveau. Je l'ai laissé vibrer. Il s'est arrêté. Quelques secondes plus tard, un SMS est apparu. Étienne. Il faut qu'on se parle face à face aujourd'hui. Un deuxième SMS a suivi avant que je puisse réfléchir au premier. Étienne. Ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont. J'ai posé le téléphone comme s'il pouvait me brûler. J'ai noté l'heure et les SMS exactement tels qu'ils étaient arrivés sur une fiche et j'ai ajouté la fiche à la boîte inifugée. Puis j'ai pris la carte du commissaire Reynaud dans mon portefeuille et j'ai composé le numéro. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Reynaud. C'est Dalton, dis-je. Il demande à me voir. N'y allez pas, dit-il, les 2 mots nets comme une barrière qui se ferme. Transférez-moi les SMS. Je les enregistrerai. S'il appelle, laissez-le sur la messagerie vocale. Il en a laissé un plus tôt. Je l'ai transcrit. Bien. Continuez comme ça. J'ai hésité. Commissaire, pourriez-vous passer jeter un œil à ma porte d'entrée? Je pense que quelqu'un a utilisé une clé qui n'était pas la mienne. Je peux envoyer un agent pour photographier et documenter. Je passerai si je suis libre dans l'heure qui vient. Il est arrivé 40 minutes plus tard avec un jeune en uniforme nommé Patel. Ils ont photographié la gâche, la minuscule éraflure où la clé avait gratté, le fil collé bas comme un fil piège. Reynaud n'a pas fait la grimace. Il n'a pas l'air d'un homme qui aime avoir raison, mais il ne perd pas non plus d'énergie à faire semblant d'être surpris quand il ne l'est pas. « Avez-vous le jeu de clés original ?» demanda-t-il. Je suis allé au placard du couloir et j'ai descendu la petite boîte en fer blanc où nous gardions les doubles il y a 20 ans. À l'intérieur, 2 clés en laiton marquées « Avant » et « Arrière » de l'écriture soignée de mon mari. Une clé de boîte aux lettres et une clé qui n'aurait pas dû être là,
Une copie sans marque, taillée légèrement de travers, si bien qu'elle était mal à l'aise dans la boîte. Mon estomac s'est glacé. Celle-ci n'est pas à nous, dis-je. Nous n'en avons jamais eu une sans étiquette. Nous étiquetons tout. Renaud a demandé à Patel de la mettre sous scellé. Nous verrons si nous pouvons relever des empreintes, dit-il. Sans promesse. Les clés ne sont pas amies avec les empreintes digitales. Faites ce que vous pouvez, dis-je. J'aimerais que chaque petite chose dans cette histoire arrête de prétendre qu'elle n'est pas connectée au reste. Quand ils sont partis, la maison semblait différente. Pas plus sûre, pas moins surveillée, juste. Témoin. Il y a une chose qui se produit lorsque le monde officiel entre dans votre monde privé. Le sol s'incline, puis se redresse sous un nouvel angle. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai tenu ma tasse de café à 2 mains, bien qu'elle soit vide. La balancelle de la terrasse a grincé. Pas de vent que je puisse voir. J'ai écouté des bruits de pas qui n'étaient pas là. J'ai mis le téléphone en mode « ne pas déranger » et je l'ai posé face contre table. Quand j'étais petite, je pensais que l'âge adulte signifiait que personne ne pourrait me dire quoi faire. Maintenant, cela signifie que j'ai appris qui écouter. Vers 21h, une voiture a tourné au ralenti dehors assez longtemps pour que je me lève et que j'aille à la fenêtre. Les phares ont balayé la terrasse, puis ont continué leur chemin. Je suis restée près de la fenêtre jusqu'à ce que j'entende le son s'estomper. Ce n'était peut-être rien, un adolescent perdu, un livreur vérifiant une adresse. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui voulait voir si j'allais tressaillir. Je n'ai pas dormi. Je me suis allongée sur le canapé avec la lumière du couloir allumée et mes chaussures près de la porte. Je suis trop vieille pour les actes héroïques. Je ne suis pas trop vieille pour être prête. Juste avant l'aube, le téléphone a vibré à nouveau. Messagerie vocale, pas de sonnerie. J'avais oublié le mode « ne pas déranger ». Je l'ai écouté à faible volume. « Maman, tu es en train de mettre le bazar. » La voix d'Étienne, plus basse qu'avant, comme s'il était dans un endroit où il ne voulait pas que les murs l'entendent. « Tu es allé voir les flics. Ce n'est pas malin. On aurait pu régler ça. Tu ne réfléchis pas. » Il a raccroché. Je l'ai noté. On aurait pu régler ça. Des mots chargés. Régler quoi? À 8h pile. Renaud a appelé. Le labo de la police scientifique a un résultat préliminaire, dit-il. Confirmation indépendante de la présence d'aconites dans votre échantillon. C'est suffisant pour ouvrir officiellement une enquête et demander les dossiers médicaux de l'hôpital pour Monsieur Fournier. On avance. J'ai laissé échapper un souffle qui vivait en moi depuis que Guy avait dit le mot « aconite » et qui n'avait pas prévu de sortir. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Continuez à faire ce que vous faites. Documentez. N'engagez pas la conversation. Verrouillez vos portes. Je vous contacterai pour une déposition formelle enregistrée. Si votre fils vous contacte, gardez tout. S'il se présente, appelez le 17. Je suis sérieux. Je sais que vous l'êtes, dis-je. Commissaire. Oui. Merci. Il n'a pas dit « de rien ». Il a dit « nous ferons notre travail ». Ce qui, de la part d'un homme comme lui, est la même chose. J'ai pris une douche, je me suis préparée et j'ai mis une chemise propre. Il y a une façon dont une femme doit se présenter lorsque la journée va exiger de la stabilité. J'ai préparé le petit déjeuner et je l'ai mangé à table, comme si chaque bouchée pouvait être un choix que je faisais correctement. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital avec une pile de magazines sous le bras, chasse et pêche, un magazine sur le jardinage avec des jardins qui ne pousseraient jamais dans l'argile de Bourgogne. Robert était assez réveillé pour faire semblant de s'intéresser à un article sur la sécurité des tronçonneuses. Nous savions tous les deux qu'il me faisait plaisir. Le prétexte était une gentillesse. Léa est entrée à mi-chemin d'un article sur l'entretien des terrasses. Elle avait son téléphone à la main et le regard d'une personne qui n'avait pas dormi dans un lit, seulement près d'un. « Le commissaire Renaud m'a appelé, dit-elle. Il veut que j'apporte le vieil ordinateur portable d'Étienne. Je l'ai encore, d'avant notre mariage. Apportez-le, dis-je. Laissez la loi porter ce qu'elle est faite pour porter. Elle a hoché la tête. Hélène. Il m'a envoyé un SMS, dit-elle, les yeux baissés. Il a demandé si vous jouiez à l'héroïne. Il a dit que si quelque chose arrivait, ce serait de votre faute. Elle a levé les yeux. Je l'ai transféré à Renaud. Bien, dis-je. Une chaleur monta dans ma poitrine qui n'était pas l'ancienne.
C'était celle qui connaît la différence entre une menace et un avertissement. Ne répondez à rien de ce qu'il envoie. Pas un mot. Pas même pour lui dire que vous ne répondrez pas. Quand je suis partie, la lumière extérieure avait la faible honnêteté du milieu de journée. Je suis rentrée par le chemin le plus long, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais mettre plus de route entre moi et la suite. Le fil à la porte était toujours intact. Je suis passée par-dessus comme si c'était une ligne que je pouvais honorer, et j'ai refermé la porte derrière moi. Je me suis assise avec un stylo et un bloc-notes jaune et j'ai écrit « Que veut-il » en lettres assez grandes pour traverser la page. En dessous, j'ai de nouveau fait 2 colonnes. Argent. Contrôle. Sous « Argent », j'ai écrit « Hiver dernier. 20 000 euros. Refusé. » Sous « Contrôle », j'ai écrit « Emplacement de la bouteille. Fiole manquante. Appel. Il faut qu'on parle. » Le contrôle était le côté le plus lourd de la balance. L'argent est une raison. Le contrôle est une habitude. Les habitudes durent plus longtemps. À midi, l'alarme de la porte a émis son cri aigu. J'étais à mi-chemin de ma chaise et j'avais le téléphone à la main avant que mon cerveau ne puisse dire à mon corps qu'il avait surréagi. Le bip a retenti à nouveau. Le petit appareil bon marché prouvant qu'il pouvait faire ce pourquoi je l'avais acheté. Je me suis déplacée sur le côté de la fenêtre, hors de vue, et j'ai écarté le rideau d'un doigt, une camionnette de livraison. Le chauffeur avait ouvert la contre-porte pour laisser une enveloppe matelassée sur le paillasson. Il a jeté un coup d'œil à l'alarme, a haussé les épaules comme un homme qui avait rencontré 1000 bruits pires et a reculé. La porte s'est refermée doucement. L'alarme s'est tue. J'ai laissé mon cœur revenir à sa place et j'ai attendu. Quand la camionnette s'est éloignée, j'ai ouvert la porte. L'enveloppe n'avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier d'imprimante, pas de notes, juste une photo imprimée depuis un téléphone. Ma terrasse la nuit dernière, prise sous un angle depuis l'autre côté de la rue. La balancelle était immobile. La lumière au-dessus de la porte brillait. Personne sur la photo. La photo avait été prise au cours des 12 dernières heures. J'ai regardé la rue, les haies des voisins, l'endroit près du coin où une voiture pouvait s'asseoir, phares éteints, et voir ce qu'elle voulait. Puis j'ai apporté la photo à la boîte inifugée, je l'ai ajoutée à la pile et j'ai appelé Renaud. Il a répondu à la première sonnerie. Je lui ai dit ce qui était arrivé, comment c'était arrivé, ce que ça montrait. « Ne jetez surtout pas ça, dit-il. J'envoie quelqu'un. » « Vous allez vous lasser de m'entendre, dis-je. « Je préfère ça à l'alternative, dit-il, et il a raccroché pour en faire moins une conversation et plus une tâche. Je suis restée à la fenêtre et j'ai observé la rue de côté, de la façon dont on observe un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. La balancelle a bougé une fois. Pas de vent. Les maisons sont drôles comme ça. Ce que vous pensez immobile vous dit toujours le contraire si vous voulez le voir. En fin d'après-midi, la police avait la photo et ma déposition sur la façon dont elle était arrivée. Ils ont pris l'enveloppe aussi. Renaud a envoyé un SMS. Nous déposons des demandes de préservation pour les images des caméras de votre quartier. Des mots pratiques, du genre qui pose des rails. Le soir est tombé comme une porte qui se ferme lentement. J'ai réchauffé la soupe de la veille et je l'ai mangée assise sur les marches de l'escalier arrière, l'air d'octobre pur dans mes poumons. La cour s'est assombrie, la balancelle est restée immobile, et quelque part au loin, un chien a aboyé à quelque chose que seuls les chiens peuvent voir. Je suis rentrée et j'ai allumé la lumière du couloir. Le téléphone a vibré une fois de plus. Étienne. Tu penses qu'ils te protégeront de ce que tu as commencé? Appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai copié mot pour mot et j'ai glissé le papier dans la boîte. La boîte s'est fermée avec le doux son final qu'elle fait toujours. Je l'ai remise sur l'étagère la plus haute, de la façon dont un homme pose un poids là où il ne peut pas trébucher dessus dans le noir. Je suis restée là et j'ai écouté la maison se parler à elle-même. Le craquement et le soupir du bois. Le léger gémissement du moteur du réfrigérateur. Le tic-tac d'une horloge qui n'a aucune idée de ce que le temps signifie. J'ai pensé à la première fois qu'Étienne a dit « Maman », d'une manière qui a donné à mon cœur l'envie de se lever et de saluer. Et la dernière fois qu'il a dit « Maman », d'une manière qui lui a donné envie de s'asseoir. Il faisait nuit noire quand je me suis finalement allongée sur le canapé. J'ai posé ma main à plat sur ma poitrine et j'ai senti mon cœur travailler, lent, régulier, professionnel. Il y a longtemps, un médecin m'a dit que je saurais si j'avais des ennuis. Ce soir, j'avais l'impression que c'était la chose la plus honnête que je possédais. Je ne sais pas si le sommeil est venu ou si la nuit a simplement décidé d'avoir pitié.
Mais quand le téléphone a sonné à 6h12, j'étais prête. J'ai répondu à la première sonnerie. Madame Dalton. Reno. Pas de bonjour. Le laboratoire de la police scientifique a confirmé. Nous demandons un mandat de perquisition. J'ai fermé les yeux et j'ai vu la balancelle, le fil blanc à travers le seuil. La photo de ma propre maison depuis l'autre côté de la rue. J'ai vu une bouteille captant la lumière du matin comme si c'était la honte dans un verre. Où avez-vous besoin de moi? Ai-je demandé. Exactement où vous êtes, dit-il. Et quoi qu'il arrive ensuite, n'ouvrez pas la porte à moins que la personne de l'autre côté ne puisse prouver qu'elle est là pour vous aider. La ligne est devenue silencieuse. La maison écoutait. Et je suis restée debout dans le petit pays que j'avais construit à l'intérieur de mes murs et j'ai attendu que le jour franchisse le seuil. On dit que le coup auquel on ne s'attend pas est celui dont on se souvient. Mais cette fois, je m'y attendais. Je m'y attendais depuis le moment où Reno m'a dit que le laboratoire avait confirmé le poison. Pourtant, quand le coup a retenti, sec et délibéré, ma poitrine s'est serrée. Non pas de peur, mais en sachant que la ligne que nous avions suivie dans le noir allait être tracée à l'encre officielle et vive. Ce son signifiait que le mandat de perquisition avait maintenant des dents. Et la journée n'allait pas attendre que je me sente prête. Il était un peu plus de 8 heures. La lumière extérieure avait cette or mince qui touche à peine le sol avant de s'évanouir. J'ai ouvert la porte pour trouver Reno debout avec 2 agents en uniforme, Patel d'avant et un autre que je ne connaissais pas, assez jeune pour que son ceinturon semble encore trop grand pour lui. Ils étaient habillés pour un travail qui n'allait pas rester sur le papier. Bonjour, Madame Dalton, dit Reno, brandissant un document plié dans une pochette en plastique transparent. Le juge a signé à 7h43. Nous avons l'autorisation de perquisitionner la résidence de votre fils et de saisir tout objet pertinent pour l'affaire. Il n'avait pas besoin de le dire. C'était l'étape où tout pouvait basculer. Avez-vous besoin de moi là-bas? Ai-je demandé. Non, dit-il. Et ce n'est pas une demande. C'est une instruction. Nous ne voulons pas que vous soyez dans son champ de vision aujourd'hui. Nous nous occuperons de la perquisition. Si nous trouvons ce que nous pensons trouver, nous agirons en conséquence. Agir en conséquence est le langage de la police pour « votre vie pourrait ne plus être la même d'ici ce soir ». Patel a jeté un coup d'œil derrière moi, vers le couloir intérieur. Des changements pendant la nuit. Le fil est toujours là. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Reno a fait un bref signe de tête. Bien. Gardez-les activés. Je ferai installer un système de caméra approprié par l'un de nos techniciens avant la fin de la semaine. Ils sont partis en convoi, une berline noire, une voiture de patrouille banalisée, descendant la rue comme une ligne de ponctuation, se dirigeant vers une phrase inachevée. Je suis resté sur le seuil jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Puis j'ai fermé la porte et j'ai regardé le fil au bas du cadre, toujours parfaitement immobile, comme s'il mettait au défi quelqu'un de le déranger. Les heures qui ont suivi leur départ ont été du genre à s'étirer. J'ai essayé de lire. Les mots restaient sur la page comme des étrangers à un arrêt de bus. J'ai fait du café. Je ne l'ai pas bu. Vers 11 heures, j'ai fait un tour lent en voiture vers la sortie du village, m'arrêtant au petit parc du souvenir des anciens combattants, où les bancs font face à une fontaine qui n'a pas coulé depuis l'été dernier. Le bruit de la circulation de la rue principale était assez faible ici pour laisser l'air se calmer. J'étais venu ici une fois avec Étienne quand il avait 10 ans. Nous avions apporté du pain pour les canards. Il m'avait demandé à quoi servaient tous les noms sur les plaques. Je lui avais dit qu'ils étaient pour des hommes et des femmes qui avaient fait leur travail jusqu'au bout. Il avait demandé si cela signifiait qu'ils avaient terminé la mission. J'avais dit oui. Il ne m'avait pas demandé quelle était la mission. Parfois, je pense que c'est la partie que j'aurais dû expliquer. À 13 heures, j'étais de retour à la maison, assise à la table de la cuisine avec le téléphone face visible. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Étienne n'est pas du genre à appeler quand il est acculé. Il est du genre à se présenter à l'improviste, à forcer la conversation selon ses propres termes. C'est ce qui inquiétait Reno. À 13h17, le téléphone a vibré. Pas un appel, un SMS de Léa. Léa, ils sont là. Moi, reste à l'intérieur. N'interfère pas. Tu es en sécurité avec eux. Aucune réponse n'est revenue. Je l'imaginais assise sur le bord du lit, les mains jointes, écoutant le bruit des bottes sur le béton et le bruit des boîtes en carton déplacées. Je connaissais ce son. C'est le son de quelqu'un qui cherche la vérité sans se soucier de réveiller la maison. À 14h04, Reno a appelé.
Nous l'avons trouvé. J'ai laissé les mots atterrir. Trouvé quoi? 3 bocaux en verre étiquetés au ruban adhésif, AN, racines et teinture. 2 d'entre eux contiennent du matériel végétal séché correspondant à de l'aconite napelle. Le 3e contient un liquide. Nous l'enverrons au laboratoire pour confirmation. Nous avons également trouvé des notes manuscrites sur les méthodes de préparation, les estimations de dosage et... Il a fait une pause. Et quoi? Une enveloppe qui vous est adressée, non scellée. À l'intérieur, une courte lettre. Votre nom en haut, et en bas les mots. Tu comprendras pourquoi quand ce sera fini. Rien entre les deux, sauf le dessin d'un arbre avec ses racines encerclées. La cuisine semblait plus froide. Il m'a laissé un message au cas où la bouteille fonctionnerait. C'est ce qu'il semble, dit Renaud, la voix égale. Nous allons le consigner, le mettre sous scellé et tout photographier. Léa coopère pleinement. Elle a donné son consentement pour la perquisition des appareils numériques partagés. L'avez-vous en garde à vue? Pas encore. Il n'était pas à la maison quand nous sommes arrivés. Nous avons lancé un avis de recherche. J'ai serré le téléphone plus fort. Commissaire, s'il vient ici. Appelez le 17 immédiatement. J'ai déjà signalé votre adresse pour une intervention prioritaire. N'engagez pas la conversation avec lui. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis il a dit, nous passons de la suspicion à la preuve, Madame Dalton. Ça change la donne. Je comprends. J'ai raccroché et je suis allé à la boîte ignifugée. J'ai ajouté une fiche. 14h04 Renaud a appelé. Trouvé bocaux, notes, lettres. J'ai lu les autres fiches de la pile, une par une, comme si je feuilletais le manuel d'une machine que l'on ne peut pas démonter. Chaque entrée était sa propre preuve que le mois dernier n'avait pas été un rêve fiévreux. Vers 15h30, j'ai appelé Martine pour la tenir au courant. Robert dormait. Elle a écouté sans interrompre, de la même manière qu'elle l'avait fait lorsque j'avais appelé des urgences des années auparavant, après ma crise cardiaque. Hélène, dit-elle quand j'eus fini, ça va se terminer de 2 manières. Soit il sera arrêté, soit il s'enfuira. Il n'ira pas loin, dis-je. Non, mais assez loin pour que tu te poses des questions. À 16h12, l'alarme de la porte a hurlé. J'étais dans le couloir en 3 pas, le téléphone à la main. La porte d'entrée était fermée, le fil à travers le cadre intact. Le son venait de l'arrière. J'ai avancé lentement, non pas parce que j'avais peur, mais parce qu'on ne se précipite pas quand on a besoin de tout voir. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la moustiquaire se balancer 1 fois, 2 fois, puis s'immobiliser. Personne en vue. Je me suis approché et j'ai repéré une feuille de papier pliée, coincée entre la poignée et le cadre. J'ai ouvert la porte, j'ai désarmé l'alarme et j'ai retiré le papier. Une seule phrase au marqueur noir épais. Arrête de les laisser entrer ou je le ferai. Pas de signature, pas d'enveloppe, juste ces mots. J'ai pris une photo, j'ai glissé le papier dans une pochette en plastique et j'ai appelé Renaud. Il a dit qu'un agent serait là dans les 15 minutes. Patel est arrivé en 10, a photographié la note dans ma main, l'endroit sur la porte, les charnières et la cour au-delà. Vous avez vu quelqu'un? A-t-il demandé. Pas de mouvement dans la rue, dis-je. Il aurait pu la laisser et s'enfuir. Il est parti avec la note, promettant de la consigner immédiatement. Ce soir-là, je n'ai même pas essayé le canapé. J'ai mis une chaise dans le coin du salon d'où je pouvais voir à la fois la porte d'entrée et la porte de derrière. La maison sentait légèrement le métal des nouvelles serrures. J'ai gardé les lumières allumées, non pas parce que je voulais voir dehors, mais parce que je voulais que quiconque à l'extérieur me voie. À 21h45, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, je l'ai écouté. Maman, c'est moi. Ils font une erreur. Ces choses qu'ils ont trouvées, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Tu me connais mieux que ça. Une pause. Appelle-moi, s'il te plaît. La voix était calme, mesurée, presque douce, le genre de ton qu'on utiliserait pour vendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas acheter. Je n'ai pas rappelé. Je l'ai noté mot pour mot. Le matin a apporté un gel vif. L'herbe était blanche aux pointes et l'air avait un goût de pièce de monnaie. Renaud a envoyé un SMS à 8h12. Nous l'avons interpellé sans incident. Je vous tiens au courant. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des formes et deviennent des faits. Je suis allé au commissariat juste avant midi.
La salle d'attente était petite, avec 2 chaises en plastique contre un mur et un distributeur automatique qui bourdonnait dans un coin. Renaud est sorti pour me rencontrer. Il ne parle pas, dit-il. Il a demandé un avocat tout de suite. Ce n'est pas grave. Nous avons assez pour le retenir. Léa a fourni des preuves numériques substantielles. Des emails faisant référence à la préparation de la racine et au timing parfait. Un historique de recherche sur les niveaux de toxicité chez les adultes de plus de 60 ans. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous allons présenter les chefs d'accusation au procureur. Tentative d'assassinat. Possession d'une substance toxique contrôlée. Altération de preuves. Ça va aller vite. J'ai hoché la tête. Mes mains sont restées dans mes poches pour qu'elles ne fassent rien qu'elles ne devraient pas. Renaud m'a étudié un moment. Vous tenez le coup. Je suis debout, dis-je. C'est suffisant. Quand j'ai quitté le commissariat, le ciel était devenu de cette couleur plombe terne qui vous fait penser que la neige arrive, même si la météo jure le contraire. J'ai conduit sans destination, passant devant l'ancien moulin, la quincaillerie fermée, le restaurant qui sentait encore le graillon d'il y a 20 ans. J'ai fini à l'hôpital. Robert était réveillé, regardant un jeu télévisé en sourdine. Martine était assise à côté de lui, tricotant quelque chose de vert. Ils l'ont tu, dis-je doucement. Robert a hoché la tête une fois. Bien. Les aiguilles de Martine ont continué à bouger. Et maintenant? Maintenant, dis-je, nous attendons que le reste fasse son travail. Cette nuit-là, je me suis assise sur les marches de l'escalier arrière avec une tasse de tisane, la vapeur montant dans le froid. La cour était calme, à l'exception du craquement occasionnel d'une branche dans le vent. Quelque part dans le quartier, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. J'ai pensé à la note sur la porte, aux bocaux dans le garage, à la lettre avec les racines d'arbres, et j'ai pensé au garçon avec le pain à la fontaine du mémorial, demandant si les noms signifiaient qu'ils avaient terminé la mission. Peut-être que c'était ma mission, non pas de la terminer, mais de m'assurer qu'elle ne me termine pas. Quand je suis rentrée, j'ai vérifié le fil sur la porte. Toujours là, toujours à dire la vérité. Le mot « poison » est un mollet. Il ne reste pas simplement dans votre bouche. Il change votre façon de respirer. Renaud ne l'a pas dit tout de suite. Il a d'abord laissé Guy expliquer, peut-être parce qu'il savait que l'entendre d'un ami serait plus doux que de l'entendre d'un commissaire. Mais il n'y a pas de façon douce d'entendre que quelque chose destiné à vous tuer était déjà à l'intérieur d'un homme que vous respectez. Et que c'était vous qui le lui aviez donné. Tout a commencé 2 matins après le premier malaise de Robert. J'étais dans la cuisine en train de préparer des flocons d'avoine que je ne comptais pas manger quand le téléphone a sonné. La voix de Guy était basse, contrôlée. Hélène, tu es assise. Je me suis laissé glisser sur la chaise près de la table, les yeux sur l'horloge. Je suis assise. Parle-moi. J'ai fait les tests 2 fois. Je pensais que le premier avait pu être contaminé, mais non. Il y a de l'extrait d'aconite dans cet armagnac. Assez pour envoyer quelqu'un avec des problèmes cardiaques directement en soins intensifs. Tu as dit que Robert a un pacemaker, c'est ça? Oui, dis-je. Ma bouche était sèche. Et j'ai mon cœur fragile. Tu le sais. C'est pour ça que je t'appelle avant d'appeler Renaud. Ce n'est pas accidentel, Hélène. Les niveaux sont trop précis. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. J'ai laissé cette information s'installer. Le bourdonnement du réfrigérateur sonnait comme une alarme. Vas-y, appelle-le. Il doit savoir maintenant. Je lui envoie le rapport. Garde ton téléphone près de toi. Au moment où j'ai raccroché, j'ai regardé la boîte ignifugée dans le coin du salon. J'y avais conservé les petites choses, date, copie de SMS, photo de la boîte, et maintenant la fiole en plastique avec l'échantillon d'Armagnac. J'ai sorti une nouvelle fiche. Guy confirme poison. 8h43. Appel à Renaud en attente. Je l'ai écrit lentement, chaque mot un clou. Le temps que je pose le stylo, le téléphone sonnait à nouveau. Renaud. Madame Dalton, je viens de parler à Guy. J'arrive chez vous. Nous allons avoir besoin de la bouteille originale, de tout emballage, et de votre déposition. Êtes-vous d'accord pour que je la prenne comme preuve? Je ne la veux pas une minute de plus dans ma maison, dis-je. Il est arrivé en moins de 15 minutes, seul cette fois. Il portait des vêtements civils, une veste sombre et un jean, mais l'insigne était toujours à sa ceinture. Où est-elle? Demanda-t-il, sans même s'asseoir.
J'ai montré du doigt le placard où je l'avais gardé depuis le jour de son arrivée. Il a mis des gants, a soulevé la bouteille à deux mains comme si c'était un obus non explosé. Vous ne l'avez pas ouverte? Non. Même pas décellée. Je me suis dit que je la donnerais à Robert et que je le laisserais décider. Renaud a inspecté l'étiquette, le seau de cire et le numéro de série gravé. Ces éditions limitées sont souvent tracées via les distributeurs. Si Étienne l'a acheté lui-même, nous pourrions peut-être suivre la trace administrative. S'il a demandé à quelqu'un d'autre de se la procurer. Il s'est interrompu, les yeux plissés. Cette personne est aussi coupable que lui, ai-je terminé. Nous nous sommes assis à la table pendant que je passais tout en revue, le cadeau d'Étienne, l'écriture, et ma décision de le donner à Robert. Je lui ai parlé des derniers mots qu'Étienne m'avait dit avant le silence. Un jour, tu regretteras de l'avoir choisi lui plutôt que moi. Renaud l'a noté mot pour mot. C'est important. Ça montre un mobile, du ressentiment. Le mobile n'est pas nouveau, dis-je. La méthode, si. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé voir Robert. Il était assis, pâle mais alerte, la télé à faible volume. Martine était à ses côtés, tricotant quelque chose de bleu foncé. Ils ont trouvé quelque chose dans l'Armagnac, lui ai-je dit doucement. Les sourcils de Robert se sont froncés. Comme du poison, dis-je. De l'aconite. Guy l'a testé 2 fois. Les mains de Martine se sont figées au milieu d'une maille. Hélène, je suis désolée, dis-je. Je ne savais pas. Dieu m'est témoin, je ne savais pas. Robert a secoué la tête. Ne te blâme pas. Tu ne l'as pas versé dedans. Non, dis-je, mais je l'ai mis entre tes mains. En rentrant ce soir-là, le poids dans ma poitrine n'était pas seulement dû à mon état cardiaque. C'était de savoir que chaque kilomètre que je parcourais était un kilomètre de plus vers ce qui allait suivre. Étienne avait franchi une ligne qu'on ne peut pas défranchir, non seulement avec moi, mais avec le père de sa propre femme. À un feu rouge, je me suis surprise à serrer le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai pensé au jour de sa naissance, la première fois qu'il avait enroulé sa petite main autour de mon doigt, et j'ai pensé à la main qui avait écrit ces mots froids sur le paquet. Le lendemain, Guy a rappelé. Hélène. J'ai creusé un peu plus. L'aconite Napel n'est pas exactement courant en vrac. Il y a des contrôles agricoles. Quelqu'un a dû le cultiver ou l'obtenir d'une source contrôlée. Donc, pas juste une plante sauvage qu'il a cueillie sur le bord de la route. Non. Et la façon dont il a été traité, extrait, réduit, mélangé à l'armagnac. C'est un travail soigné, comme si quelqu'un testait la quantité qu'il pouvait utiliser sans altérer le goût. Ce détail m'a glacé plus que tout. Tester signifiait de la pratique, et la pratique signifiait de l'intention. Renaud est passé dans la soirée avec une mise à jour. Nous avons des motifs raisonnables et suffisants pour obtenir un mandat de perquisition pour la propriété d'Étienne. Garage, cabanon et tout box de stockage. Le juge aura besoin de la confirmation du laboratoire de notre équipe. Mais le rapport de Guy nous fait déjà une bonne partie du chemin. Faites vite, dis-je. Il n'est pas du genre à attendre s'il sent le danger. Renaud m'a étudié. Madame Dalton, quand cela avancera, ça va devenir moche. Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé au visage pâle de Robert, au moniteur qui bipsait à côté de son lit. Le moche est déjà là. Cette nuit-là, la maison semblait trop silencieuse. J'ai vérifié 2 fois les serrures, le fil que j'avais tendu bas à l'intérieur du cadre de la porte d'entrée et le détecteur de mouvement à l'arrière. Une habitude de mon service militaire. Toujours savoir si quelqu'un est allé là où il ne devrait pas. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la boîte inifugée ouverte, lisant mes fiches comme des chapitres. Chacune était un morceau de l'histoire. Je me demandais ce que dirait la dernière fiche. Juste après minuit, un bruit m'a réveillée, un léger tintement, comme du verre sur du bois. Je me suis levée, je suis allée dans le salon. À travers la vitre dépolie de la porte d'entrée, j'ai vu une ombre s'éloigner en descendant les marches. Le temps que j'ouvre la porte, la rue était vide. À mes pieds se trouvait une petite boîte carrée enveloppée dans du papier kraft. Pas de ruban cette fois. Pas de mots. Je n'y ai pas touché. J'ai appelé Renaud à la place. Il m'a dit de m'éloigner, d'attendre un agent. Quand Patel est arrivé, il s'est accroupi pour l'inspecter, puis a sifflé doucement. On dirait une autre bouteille, dit-il. Un autre Armagnac. Pourrait être, il a hoché la tête. Pourrait être autre chose. Ils l'ont emporté sans l'ouvrir devant moi. Le lendemain,
Renaud a confirmé que ce n'était pas de l'armagnac, juste une carafe vide. Mais à l'intérieur, là où le liquide aurait dû être, se trouvait un morceau de papier plié avec 2 mots. La prochaine fois. C'est à ce moment-là que l'affaire a cessé de ne concerner que des preuves. Elle concernait le temps. Combien en avions-nous avant qu'il n'essaie à nouveau? Le lendemain matin, Renaud a appelé tôt. Le juge a signé le mandat. Nous le servons demain matin. Je veux que vous restiez sur place. Ne vous faites pas remarquer. Ce n'est pas ma première fois, dis-je. Peut-être pas, mais ça pourrait être votre dernière si vous ne faites pas attention. Cette journée a traîné comme une mauvaise jambe. Je me suis occupé en réparant une charnière lâche sur le portail arrière, en resserrant les vis de la rampe de la terrasse. Des petits travaux pour ne pas rester à fixer la route, attendant une voiture que je reconnaîtrais. Vers 17 heures, Martine a appelé. Robert rentre à la maison demain. Le docteur dit qu'il est stable. Cette petite bonne nouvelle ne m'a pas beaucoup allégée. Au contraire, elle m'a rendue plus consciente de ce que nous avions failli perdre. À la tombée de la nuit, j'avais préparé une nouvelle fiche pour la boîte. Mandat signé. Perquisition demain. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre avant, regardant la dernière lumière s'écouler de la rue. Le lampadaire a vacillé et s'est allumé. Quelque part, un chien a aboyé 2 fois et s'est tu. J'ai pensé au mot que Guy avait utilisé, précis, à la façon dont on peut utiliser la précision pour construire ou pour détruire, et à la façon dont mon fils avait choisi la seconde option. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque son semblait plus fort. Chaque ombre semblait plus proche. Quand la première lumière est venue, j'ai versé du café. Je ne l'ai pas bu, je me suis assise à la table et j'ai attendu que le téléphone sonne. Il a sonné à 7h43. Renaud. On y va. Et avec ça, la 5e partie s'est terminée non pas avec une réponse, mais avec la brusque inspiration qui la précède. On dit qu'on ne peut pas se préparer à voir son enfant menotté. Je ne le voyais pas encore, mais je savais que ça arrivait. Ce à quoi on peut se préparer, c'est au silence. Le moment où la vérité commence à sortir des coins sombres, et où l'on se rend compte qu'elle n'y retournera pas. À 7h43, Renaud avait dit « On y va ». À 8h15, j'étais assise à 2 rues de la maison d'Étienne, observant depuis le pare-brise fissuré de ma vieille Renault, les voitures de police banalisées s'arrêter devant son allée. Je n'avais pas dit à Renaud que je serais là. Il m'aurait dit de rester à la maison. Mais il y a une différence entre être averti et être effrayé. C'était aussi mon combat, même si je ne tenais pas le mandat. La maison d'Étienne se trouvait sur un terrain d'angle, le genre de boîte de banlieue avec un revêtement en vinyle et une pelouse trop parfaite pour être naturelle. J'ai regardé 2 agents s'approcher de la porte. Renaud juste derrière eux. L'un a frappé, une longue pause. Puis la porte s'est ouverte, et il était là, mon fils, portant un t-shirt délavé du Paris Saint-Germain et un visage que je reconnaissais à peine. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu la façon raide dont il a croisé les bras, le demi-pas en arrière quand Renaud a brandi le papier. Les agents sont entrés, et Étienne a suivi, la mâchoire serrée. Je suis resté dans la voiture, moteur éteint, les mains sur le volant. Les minutes s'étiraient. J'imaginais le bruit des tiroirs qui s'ouvrent, des boîtes qui glissent sur les étagères, le bruissement du papier. J'avais participé à assez de perquisitions pendant mon service pour en connaître le rythme. Balayage rapide, puis trilant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Renaud. Trouvez quelque chose. Je vous tiens au courant. Ce « quelque chose » est apparu 20 minutes plus tard, lorsqu'un agent a transporté un sac de preuves en plastique jusqu'à la voiture de patrouille. Même d'où j'étais, je pouvais voir l'étiquette. Même marque, même style de série que l'armagnac qu'Étienne m'avait envoyé. Sauf que celui-ci était à moitié vide. Je n'ai pas bougé. Je n'ai presque pas respiré, car trouver cette bouteille n'était pas la fin. C'était le début de la fin. À 9h05, Renaud est sorti, a balayé la rue du regard et a repéré ma voiture. Il s'est approché, s'est penché vers la fenêtre ouverte. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il. Trop tard pour ça. Qu'avez-vous trouvé ? Quelques autres bouteilles du même lot. Une ouverte, une scellée. Nous les ferons tester, mais il y a un résidu dans celle qui est ouverte, une poudre blanche. Faible, comme ce que Guy a trouvé. J'ai dégluti difficilement. C'est assez. C'est assez pour faire avancer les choses. Mais Hélène. Il a hésité. Nous avons aussi trouvé un carnet, manuscrit, codé par endroits. Guy pourra peut-être nous aider avec,
Mais d'après ce que j'ai parcouru, ça ressemble à des notes de dosage, des essais. Le mot « essai » a atterri lourdement. Donc Robert n'était pas le premier. Renaud n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je me suis adossée, les yeux sur la maison. À l'intérieur, quelque part, se trouvait le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. L'adolescent que j'avais conduit à son premier travail. Le jeune homme aux côtés duquel je m'étais tenue quand il a épousé Léa. Et maintenant, il y avait un homme qui tenait des notes de dosage. Un homme qui aurait pu être la raison pour laquelle Robert a failli mourir. La radio de Renaud a grésillé. Il s'est redressé. Ils le sortent. Vous êtes sûr de vouloir voir ça? J'en ai déjà assez vu, dis-je. Mais je ne suis pas parti. La porte d'entrée s'est ouverte. Étienne est sorti, flanqué de 2 agents. Ses poignets étaient menottés devant lui, le menton haut, les yeux froids. Il a balayé la rue du regard jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Nos yeux se sont croisés. Pas de mots, pas de signe de tête. Juste ce regard, le genre qu'on lance à quelqu'un qu'on a connu mais qu'on ne revendique plus. Ils l'ont mis à l'arrière de la voiture de police. Je suis restée jusqu'à ce que la voiture s'éloigne, le reflet du soleil du matin se prenant dans la vitre. Renaud est revenu. Il va au commissariat. On va l'enregistrer, commencer l'interrogatoire. Il va probablement prendre un avocat. Je sais, dis-je. Et le carnet? Je vais le faire copier avant qu'il ne soit versé comme preuve complète. Si vous en avez le courage, vous pourrez y jeter un œil, voir si certaines dates correspondent à quelque chose dont vous vous souvenez. Cet après-midi-là, au commissariat, Renaud a posé le carnet sur la table entre nous. L'écriture était celle d'Étienne, les boucles inimitables sur les G, la façon dont il appuyait assez fort pour marquer la page. Certaines entrées étaient datées, avec des chiffres à côté. D'autres étaient des symboles, un triangle, une barre oblique, un astérisque. Guy nous a rejoints par haut-parleur, sa voix crépitant à travers la ligne. Ce triangle, c'est l'abréviation pour une demi-dose dans certains cercles vétérinaires. Et l'astérisque signifie généralement observer pour un effet retardé. J'ai tourné à une page datée d'il y a 6 mois. À côté de la date, un seul mot, test. Puis un triangle, puis RF. Mon estomac s'est noué. RF. Robert Fournier. Renaud l'a noté. Donc, il pensait à ça depuis des mois. 2 pages plus loin, j'ai vu un autre jeu d'initiales. HD. Les miennes. Hélène Dalton. À côté, pas de triangle, pas de demi-dose, juste un chiffre plein, plus grand que les autres. La voix de Guy était calme. C'est une dose létale, Hélène. Pendant un instant, la pièce a basculé. Je me suis stabilisée en posant une main sur la table. Donc, Robert n'était pas la seule cible. Non, dit Renaud. Vous étiez l'autre. Je suis rentrée en silence. Les images du carnet étaient gravées dans mon esprit. Chaque repas, chaque boisson que j'avais prise au cours de la dernière année se rejouait dans ma tête, cherchant des moments où il aurait pu agir. J'ai pensé à cette bouteille d'Armagnac posée dans mon placard pendant des jours avant que je la donne à Robert. J'ai pensé à ce qui se serait passé si j'avais décidé de boire juste un verre, pour le bon vieux temps. Le soir, les nouvelles locales en parlaient. Un homme de la région arrêté dans une tentative d'empoisonnement présumé. Il n'utilisait pas encore le nom d'Étienne, mais la description était suffisante pour que quiconque nous connaissait puisse combler les blancs. Martine a appelé. Les voisins parlent. Robert est furieux, il dit que si Étienne montre son visage à la maison, Elle s'est interrompue. Tu vas bien? Pas vraiment. Mais je ne suis pas morte. C'est déjà ça. Cette nuit-là, j'ai ouvert à nouveau la boîte inifugée, j'ai ajouté une nouvelle fiche. Initiale HD dans le carnet, dose létale, je l'ai glissée à côté des autres. La boîte commençait à être pleine. Je me suis assise sur la terrasse, l'air lourd de la chaleur estivale, pensant à la différence entre la justice et le fait de tourner la page. La justice peut venir dans une salle d'audience. Tourner la page? C'est plus délicat. 2 jours plus tard, Renaud a appelé tôt. Hélène, son avocat cherche un accord. Il prétend qu'Étienne ne savait pas que l'Armagnac était contaminé, qu'il l'a acheté à un ami et ne l'a pas vérifié. Mais avec le carnet, c'est difficile à vendre. Qu'est-ce qui se passe s'il plaide coupable? Une peine plus légère. Peut-être pas de procès, mais c'est quand même de la prison. La question est, voulez-vous le voir au tribunal?
J'ai regardé la rue, la même sur laquelle Étienne avait appris à faire du vélo, et j'ai pensé au poids de ma réponse. On dit que chaque personne a une ligne qu'elle ne franchira pas. Je pensais que la mienne était la famille. Peu importe ce qu'Étienne faisait, je me disais que je ne le pousserais jamais si loin qu'il ne pourrait pas retrouver son chemin. Mais c'était avant l'Armagnac, avant Robert dans un lit d'hôpital, avant de trouver mes initiales dans ce carnet à côté d'un chiffre qui signifiait qu'on ne se réveille pas. Maintenant, la ligne ressemblait à une marque de craie sous la pluie, s'effaçant rapidement. Le matin après l'appel de Renaud, je ne suis pas sortie du lit tout de suite. Le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de ma tête, et mon esprit tournait en rond sur la même pensée. Si je dis oui à un procès, je serai la femme qui a mis son fils en prison pour très, très longtemps. Si je dis non, je serai la femme qui l'a laissé s'en tirer après avoir essayé de me tuer. Dans tous les cas, il n'y a pas de retour en arrière. À 9 heures, j'étais au commissariat. Renaud était dans la salle d'interrogatoire, penché sur une pile de papier. En face de lui était assis l'avocat d'Étienne, un homme nerveux aux cheveux argentés et à l'expression de quelqu'un qui a déjà gagné. Étienne n'était pas là. Il l'avait gardé en cellule. Renaud m'a fait signe d'entrer. « Hélène, voici maître Caldwell. » Caldwell s'est levé, m'a serré la main, sa poignée sèche et calculée. « Madame Dalton, je vous remercie d'être venue. Je pense que nous pouvons résoudre cela d'une manière qui épargnera à tout le monde le désagrément d'un procès. » Je me suis assise. « Vous voulez dire d'une manière qui épargnera Étienne ?» Son sourire n'a pas scié. Il est prêt à admettre avoir mal manipulé la bouteille, par négligence, pas par malveillance. En échange, des charges réduites, pas de tentative d'assassinat. Il ferait un peu de prison, mais pas beaucoup. Et le carnet? Ai-je demandé. Un exercice de paranoïa, dit Caldwell doucement. Notre position est que ce sont des fictions, des gribouillages, rien de plus. J'ai regardé Renaud. Il n'a pas dit un mot, mais sa mâchoire s'est crispée. Je me suis penchée en arrière. Savez-vous ce que c'est que de lire ces initiales à côté d'une dose létale, maître Caldwell? De voir ça écrit par le gamin à qui vous avez appris à pêcher, celui que vous avez conduit à travers le département pour qu'il puisse passer des essais pour sa première équipe de foot? Pour la première fois, le regard de Caldwell a baissé. Nous parlons d'éviter un spectacle public, Madame Dalton. J'ai laissé le silence s'étirer. Le tic-tac de l'horloge murale semblait plus fort. Finalement, j'ai dit, j'y réfléchirai. Et je suis sortie. Dans le couloir, Renaud m'a rattrapé. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui. Mais Hélène, si vous allez au procès, nous avons assez pour que ça tienne. Le procureur est prêt à déposer toutes les charges. Que feriez-vous? Ai-je demandé. Renaud a soupiré. Je ne suis pas dans votre situation. Mais si c'était moi, je m'assurerais que la prochaine personne à qui il offrira un verre ne finisse pas sous terre. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était Robert Fournier. Sa voix était encore faible mais stable. Hélène, j'ai entendu parler de l'accord qu'il lui propose. Les nouvelles vont vite. Tu ne peux pas l'accepter, Robert. Non. Écoute-moi. Si tu le fais, il pensera qu'il peut se remettre de tout. La prochaine fois, ce ne sera pas de l'Armagnac. Ce sera quelque chose que personne ne détectera à temps. Peut-être que ce sera toi. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui l'aura décidé de ne pas mériter d'être ici. J'ai fermé les yeux. La vérité dans sa voix était comme du gravier, rugueuse, mais solide. Le lendemain matin, je suis allée chez Guy. Il était dans son atelier, bricolant un moteur hors-bord cassé. « Hélène, dit-il. Tu as l'air d'une femme qui décide si elle doit appuyer sur la gâchette. » Quelque chose comme ça. Nous nous sommes assis sur des seaux retournés, l'odeur d'huile épaisse dans l'air. Je lui ai parlé de l'accord de plaider coupable. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon. Tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu veux juste que je te fasse te sentir mieux à ce sujet. Peut-être. Guy a jeté le chiffon sur l'établi. Hélène, un homme qui tient des notes de dosage n'est pas négligent. Il est engagé. Si tu es clémente maintenant, tu pourrais aussi bien lui donner le stylo et le papier pour sa prochaine liste. Cet après-midi-là, je suis passée en voiture devant la maison d'Étienne. Les stores étaient fermés, l'allée vide. J'ai pensé au garage, celui où il avait retapé une vieille R5 quand il avait 16 ans. De la graisse sur les mains. Un grand sourire sur son visage quand le moteur a enfin démarré. À l'époque,
Je pensais que cela signifiait qu'il pouvait construire quelque chose de durable. Maintenant, je me demandais si ce n'était pas juste le premier signe qu'il pouvait démonter les choses. À la maison, j'ai ouvert à nouveau la boîte ignifugée. Les fiches étaient toutes là. Le nom de Robert, les résultats du laboratoire, la page du carnet avec HD. Je les ai étalées comme une mauvaise main de poker. Puis je me suis imaginé les remettre dedans et verrouiller la boîte, faisant semblant qu'elle n'avait pas d'importance. Mais la vérité, c'est qu'elle comptait plus que tout. La décision est venue comme une porte qui se ferme d'un clic. J'ai appelé Renaud. Dites au procureur que je témoignerai. Pleine charge. Il n'a pas dit « bien joué » ou « vous faites ce qu'il faut ». Il a juste dit « compris ». Et c'était suffisant. 3 jours plus tard, l'audience était fixée. Motion préliminaire, liste de preuves, préparation des témoins. Caldwell a déposé des objections à la moitié, mais le juge a rejeté la plupart. Quand ils ont amené Étienne dans la salle d'audience pour la première fois, il a balayé la pièce du regard et m'a trouvé. Ses yeux ne se sont pas adoucis. Au contraire, ils se sont aiguisés, comme si je venais de réintégrer sa liste. J'ai soutenu son regard, parce que peut-être que c'était le cas. Ils appellent ça une salle d'audience, mais pour moi, ça ressemblait à un champ de mine. Chaque mot, chaque regard pouvait vous exploser au visage. J'étais entrée en pensant que la vérité se défendrait d'elle-même. Puis j'ai vu la façon dont l'avocat d'Étienne me souriait, comme s'il savait déjà où j'allais mettre les pieds et à quel point j'allais tomber. Le jour de l'audience préliminaire, les bancs étaient à moitié pleins, mais l'air semblait plus lourd qu'une église bondée en août. Je me suis assise derrière Renaud et le procureur, les mains croisées sur mes genoux, faisant semblant de ne pas transpirer. Étienne est entré, vêtu de l'uniforme de la prison, les poignets menottés. Il ne m'a pas regardé au début. Puis il l'a fait, juste assez longtemps pour laisser les coins de sa bouche se contracter, non pas en un sourire, mais en quelque chose de plus froid. Je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Le lit d'hôpital de Robert, le rapport de laboratoire, ce maudit carnet. Le juge a appelé à l'ordre. Renaud a pris la barre. D'abord précis et professionnel, il a expliqué à la cour comment la bouteille avait été reçue, testée et confirmée comme empoisonnée. Caldwell a objecté 2 fois, invoquant une rupture de la chaîne de possession, mais le juge a rejeté les 2. Puis ce fut mon tour. L'huissier m'a fait prêter serment. Je me suis assise, le microphone assez proche pour que j'entende ma propre respiration. Le procureur a commencé par des questions faciles. Mon nom, mon âge, où je vivais, et ma relation avec l'accusé. Oui, Étienne est mon fils, dis-je, et cela sonnait étrange en public, comme si ça appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Le procureur m'a guidé jusqu'au jour du cadeau. J'ai raconté l'histoire sans détour, le paquet, l'écriture, la décision de le donner à Robert. Comment Robert s'est retrouvé à l'hôpital. Comment Guy a testé la bouteille. J'ai gardé un ton égal, comme Renaud me l'avait dit. Tenez-vous-en au fait. Laissez les preuves faire le travail. Puis Caldwell s'est levé. Madame Dalton, commença-t-il, la voix douce comme du bois poli. Vous prétendez reconnaître l'écriture de mon client sur la note. Je ne prétends pas. Je sais. Mais vous n'avez pas vu cette écriture depuis plus de 3 ans. Correct. C'est exact. Est-il possible alors que vous vous trompiez? Non. Il s'est penché, une main sur la barre. Vous dites à cette cour que vous êtes certaine, au-delà de tout doute, que la vie d'un homme devrait être ruinée parce que vous pensez qu'une note ressemble à l'écriture de votre fils. J'ai senti la première bouffée de chaleur dans ma poitrine. Je ne pense pas. Je sais. Caldwell a reculé, presque nonchalamment. Intéressant. Parce que nous avons ici, il a brandi un papier, une analyse graphologique d'un expert certifié qui dit que la note n'a pas pu être écrite par Étienne Dalton. Des murmures ont parcouru la salle. Le juge a frappé son marteau. Le procureur a objecté, contestant la validité du rapport. Le juge l'a autorisé pour le dossier, mais mon estomac s'est noué. Caldwell a souri légèrement. Et dites-moi, Madame Dalton, n'est-il pas vrai que vous et mon client avez une relation tendue depuis des années? Que vous avez vendu la ferme de son père sans le consulter? Le procureur a de nouveau objecté. Non pertinent et incendiaire. Maintenu, a dit le juge, mais le mal était fait. Les jurés l'avaient entendu. Quand ce fut terminé, je suis descendu de la barre, les jambes plus lourdes qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Renaud m'a rejointe à la table. Ils essaient de vous dépeindre comme amer,
Pleine de ressentiment, dit-il doucement. C'est tout ce qu'ils ont. Ne laissez pas ça prendre. Mais je sentais que ça prenait déjà. Dehors, sur les marches du palais de justice, Robert attendait, s'appuyant sur sa canne. Ils jettent de la boue, dit-il. Peu importe si c'est vrai. Ils ont juste besoin d'en jeter assez pour brouiller l'eau. J'ai hoché la tête. Ils ont un rapport graphologique maintenant. La bouche de Robert s'est tordue. Payé, très probablement. J'ai vu ça dans des litiges commerciaux. On peut acheter une opinion comme on achète une cravate. Cette nuit-là, je me suis assise sur la terrasse, les grillons bruyants, l'air sentant légèrement la pluie. Je n'arrêtais pas de rejouer les questions de Caldwell. Chacune visait à me faire passer pour une vieille femme amère avec une rancune, pas pour une mère essayant de survivre à la trahison de son propre fils. Je me suis versé un verre d'eau, je l'ai fixé longtemps. 3 ans sans Armagnac. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir avalé quelque chose qui brûlait tout autant. Le lendemain matin, Renaud a appelé. « Hélène, j'ai quelque chose, dit-il. Nous avons obtenu les relevés de SMS du téléphone d'Étienne. Il y a une série de messages à un contact enregistré sous le nom de RC la nuit avant que Robert ne tombe malade. Robert Fournier. Pas exactement. Nous avons tracé le numéro. C'est un téléphone prépayé, acheté à 2 villes d'ici. Mais les SMS, Hélène, ils se lisent comme des instructions. Dosage, timing. Et voici le clou du spectacle. Ils correspondent aux composés que Guy a trouvés dans l'Armagnac. J'ai senti le nœud dans ma poitrine se desserrer légèrement. Le procureur là. Il l'aura d'ici midi. Ça change la donne. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Caldwell. « Madame Dalton, dit-il doucement. Vous devriez savoir que votre témoignage aujourd'hui ne fait que me conforter dans l'idée que vous laissez de vieilles blessures obscurcir votre jugement. Si vous poussez jusqu'au procès, tout votre passé avec Étienne sera révélé. Tout. Êtes-vous prête pour ça ? » Le ton n'était pas menaçant, mais le contenu l'était. C'était aussi tranchant qu'un couteau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il finisse par raccrocher. Ce soir-là, je suis allée au lac. L'eau était calme, reflétant le soleil bas et orange. J'ai pensé à la ferme, au rire de Michel les soirs d'été, au garçon qu'Étienne était. Et j'ai pensé à Robert, pâle dans ce lit d'hôpital, des perfusions dans le bras. Quand j'ai quitté le lac, je savais une chose avec certitude. Je ne reculerai pas. La vérité n'était pas seulement en procès. C'était à moi de la porter jusqu'au verdict. Le matin du procès, je ne me suis pas rasé de près. Non par défi, mais parce que je voulais que les jurés voient la vérité sur mon visage. Chaque ligne creusée par des années de travail, de deuil, et du genre de trahison dont on ne se remet pas. Je n'étais pas là pour paraître impeccable. J'étais là pour mettre fin à quelque chose. Et si cela signifiait regarder mon fils enchaîné, qu'il en soit ainsi. La salle d'audience bourdonnait déjà quand je suis entrée. Le procureur était assis à notre table, remuant des papiers. Renaud m'a fait un signe de tête depuis la rangée du fond, le genre qui dit « On a ça, mais ça va faire mal ». Étienne a été amené, toujours dans cette même combinaison de prison orange terne. Ses yeux ont balayé la pièce, s'arrêtant brièvement sur moi. Cette fois, il n'y avait pas de rictus, juste quelque chose d'indéchiffrable, comme s'il essayait de décider si je valais même l'effort de la haine. Le juge est entré, l'huissier a appelé à l'ordre, et soudain, le procès a commencé. La déclaration liminaire du procureur était nette, précise et mesurée. Mesdames et messieurs les jurés, ceci est une affaire de confiance. Une confiance donnée et une confiance trahie d'une manière que la plupart d'entre nous peuvent à peine imaginer. Vous entendrez comment l'accusé, Étienne Dalton, a sciemment envoyé un cadeau contenant une toxine mortelle à sa propre mère. J'ai observé les yeux des jurés pendant que le procureur parlait. Quelques-uns se sont tournés vers Étienne. D'autres ont gardé leur regard fixé sur le procureur. Personne n'avait l'air de s'ennuyer. La déclaration de Caldwell était douce comme de l'huile. Il m'a dépeinte comme une mère distante, pleine de ressentiment, peu disposée à se réconcilier, et a laissé entendre que des différends familiaux sur la propriété étaient un mobile pour que j'invente toute l'affaire. J'ai gardé la mâchoire serrée, mais à l'intérieur, je sentais la vieille colère monter. Le premier témoin était Robert Fournier. Il a marché lentement jusqu'à la barre, s'appuyant lourdement sur sa canne, mais sa voix était stable. Je me souviens du goût, amer, pas comme un Armagnac que j'avais déjà bu,
a-t-il dit au jury. En moins d'une heure, je ne pouvais plus me tenir debout sans aide. Je pensais que c'était mon cœur qui lâchait. Il s'est avéré que c'était l'idée de quelqu'un d'autre. Quand Caldwell l'a contre-interrogé, il a essayé de suggérer que Robert avait mélangé des médicaments avec de l'alcool et avait causé son état. La réponse de Robert a été calme. Écoutez, mon jeune. Je prends ces médicaments depuis 10 ans. Je n'ai jamais fini à l'hôpital avant cette nuit-là. Le jury a aimé cette réponse. Je pouvais le voir. Puis Reno a pris la barre avec les relevés téléphoniques, les SMS au téléphone prépayé, les horodatages, les instructions de dosage chimique, tout était exposé. Caldwell s'est opposé à leur admissibilité, invoquant des violations de la vie privée, mais le juge l'a débouté. Quand le procureur a demandé à Reno de lire l'un des messages à haute voix, la salle est devenue silencieuse. Assure-toi qu'elle est tout dans le premier vers. Il n'en faudra pas beaucoup avec son cœur. Certains jurés semblaient choqués. Une femme au premier rang a pressé ses lèvres comme si elle retenait des mots. J'ai senti mon souffle se couper. Voir les preuves en noir et blanc était une chose. Les entendre à voix haute dans cette salle d'audience stérile en était une autre. Le procureur m'a appelé ensuite. J'ai raconté l'histoire à nouveau. L'anniversaire, la bouteille, le fait de la donner à Robert, l'hôpital. J'ai essayé de ne pas m'attarder sur le personnel, mais il est difficile de parler de son fils qui essaie de vous tuer sans que les bornes se voient. Le contre-interrogatoire de Caldwell a été plus dur cette fois. Madame Dalton, êtes-vous au courant que mon client prétend que c'était un cadeau acheté par sa femme sans qu'il le sache? J'ai secoué la tête. Non. Et je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas parce que vous ne voulez pas y croire. Vous avez construit toute cette affaire sur des suppositions. Non, les jeux coupés. Sur des preuves. Le genre que votre client a laissé partout sur cette bouteille. Le juge m'a dit de ne répondre que lorsqu'on me le demandait, mais j'avais déjà vu la mâchoire de Caldwell se crisper. Dans l'après-midi, les deux parties avaient terminé leur plaidoirie pour la journée. Demain, ce seraient les réquisitoires finaux. Je suis sorti prendre l'air frais, mais avant que je puisse prendre 2 respirations, j'ai entendu mon nom. Maman. Je me suis retourné. Étienne se tenait juste au-delà du point de contrôle de sécurité, un adjoint à son coude. Sa voix était basse. Tu penses que ça fait de toi une sorte d'héroïne? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Ça fait de moi une femme qui est encore en vie. Sa lèvre s'est retroussée. Ce n'est pas fini. L'adjoint l'a emmené avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, Reno a appelé. Vous devriez savoir, dit-il. Caldwell a déposé une motion pour annulation du procès. Il prétend que de nouvelles preuves n'ont pas été divulguées à temps. Est-ce que ça va tenir? Pas avec ce juge. Mais c'est une tactique d'intimidation. Ils essaient de vous déstabiliser avant demain. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je savais qu'ils n'essayaient pas seulement de me déstabiliser. Ils essayaient de voir si j'allais flancher. Le lendemain matin, j'ai mis la même veste que j'avais portée à l'enterrement de Michel. Non par sentimentalisme, mais parce qu'elle me rappelait ce que c'est que la vraie perte. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience aujourd'hui, j'avais déjà survécu à pire. Quand le juge a appelé aux plaidoiries finales, la voix du procureur était comme de l'acier enveloppé de velours. Vous avez entendu les témoignages. Vous avez vu les preuves. Et vous avez lu les mots que l'accusé a envoyés à son complice. Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré contre sa mère et l'ami de sa mère. Nous vous demandons de rendre le seul verdict qui reflète la vérité. Coupable. La plaidoirie de Caldwell était plus froide, presque clinique. Il a parlé de doutes raisonnables, de querelles familiales, des dangers de supposer l'intention. Mais quand le jury est parti délibérer, j'ai vu quelque chose sur leur visage. De la fatigue, peut-être, mais aussi de la certitude. L'attente a semblé plus longue que le procès lui-même. Reno était assis avec moi dans le couloir, parlant peu. Robert somnolait sur une chaise, sa canne sur ses genoux. Puis l'huissier nous a rappelé. Le jury était prêt. J'ai regardé leur président se lever. Il n'a pas regardé Étienne. Il a regardé le juge. Sur le chef d'accusation de tentative d'assassinat, nous déclarons l'accusé. Et dans cette demi-seconde avant qu'il ne finisse, j'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis le jour où cette bouteille était apparue sur ma terrasse. Coupable. Ce seul mot a atterri comme la première goutte de pluie sur un toit après des mois de sécheresse. Il n'a pas tonné. Il n'a pas rugi. Il s'est juste infiltré,
silencieux, mais indéniable. Et j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pas pour Étienne. Pas pour moi. La salle d'audience n'a pas explosé en halètement comme on le voit à la télé. Elle a juste respiré différemment. Et pour la première fois en 3 ans, moi aussi. Le juge a remercié les jurés, les a renvoyés et a commencé à lire la sentence. 25 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 15 ans. Sa voix était stable, mesurée, mais je sentais le poids de chaque syllabe s'abattre. Étienne n'a pas tressailli. Il est resté assis, les mains menottées devant lui, les yeux fixés sur un point au-dessus de la tête du juge. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pensé qu'il s'ennuyait. L'huissier s'est avancé pour l'escorter, mais Étienne a tourné la tête au dernier moment. Nos yeux se sont croisés, et à cet instant, il n'y avait pas de salle d'audience, pas de jury, pas d'officier en uniforme, juste le garçon à qui j'avais appris à lancer une balle, regardant la femme qu'il avait essayé de tuer. Ses lèvres ont à peine bougé. Ce n'est pas le dernier chapitre. Puis il était parti. Je pensais que le soulagement m'envahirait, mais ce ne fut pas le cas. Ce qui est venu à la place, c'est une douleur creuse. La justice avait été rendue sur le papier, mais rien sur le papier ne pouvait recoller les morceaux de ce qui s'était brisé entre nous. Robert Fournier a posé une main sur mon épaule alors que nous sortions. « Tu as fait ce que tu devais faire, Hélène. Ne laisse personne te dire le contraire. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu, car il y avait une partie de moi qui se demandait encore si j'avais perdu plus que je n'avais gagné. Dehors, l'air était plus vif qu'il ne l'avait été ce matin-là. Le ciel avait cette luminosité de fin d'automne où le soleil semble proche, mais le vent vous transperce. La fille de Robert est arrivée dans une camionnette bleue, l'a aidé à monter sur le siège passager et m'a fait un petit signe de la main. J'ai marché les 2 rues jusqu'à ma voiture, seule. Aucun journaliste ne m'a suivi. Ce n'était pas le genre d'affaire qui faisait les gros titres en dehors de notre département, mais dans notre petit cercle, elle résonnerait longtemps. En me glissant derrière le volant, j'ai aperçu quelque chose sur le siège passager. L'enveloppe que le greffier m'avait remise avant notre départ. À l'intérieur, l'inventaire des biens d'Étienne, montre, ceinture, portefeuille et une note pliée. L'écriture était la sienne. Tu as toujours dit qu'on se ressemblait plus que je ne voulais l'admettre. Peut-être que maintenant tu verras que ce n'est pas un compliment. Pas de signature, juste ça. Je ne l'ai pas froissé. Je l'ai replié, je l'ai glissé dans la boîte à gants et j'ai démarré le moteur. Les semaines qui ont suivi ont été calmes d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de messages cryptiques, pas de coups inattendus à la porte. Robert s'est remis plus vite que les médecins ne l'avaient prévu, bien que son appétit pour l'Armagnac se soit complètement évaporé. Guy est passé un après-midi avec un sac en papier. À l'intérieur se trouvait la petite fiole d'Armagnac qu'il avait testée pour moi. Je me suis dit que tu voudrais peut-être la garder, dit-il. Pas comme un trophée. Comme un rappel. Je l'ai mise à côté du verre que j'avais gardé, celui dans lequel Robert avait bu cette nuit-là. Ensemble, ils avaient l'air presque innocents, comme des accessoires dans une nature morte. Mais je savais mieux. 2 mois après le verdict, le commissaire Reynaud s'est arrêté en rentrant d'une partie de pêche. Il s'est appuyé contre la rampe de ma terrasse, le soleil tardif se reflétant dans ses lunettes de soleil. Ils ont découvert d'où venait le poison, dit-il. Ce n'était pas l'idée d'Étienne, du moins pas à l'origine. Ma mâchoire s'est crispée. Qui? Le cousin de sa femme. Il travaille dans l'aménagement paysager, c'est comment extraire l'aconite. Il pensait rendre service à Étienne, mais c'est Étienne qui a décidé de te l'envoyer. Cela ne changeait rien au fait. Cela n'annulait rien. Mais cela confirmait ce que j'avais senti dans mes os. Étienne n'avait pas agi dans le vide. La trahison a des racines, et parfois elles sont plus profondes que le sang. Cet hiver-là, j'ai finalement réparé la balancelle de la terrasse. La même balancelle sur laquelle j'étais assise le matin où le paquet était arrivé. Les chaînes ne grinçaient plus. Les planches n'étaient plus fendillées. Un après-midi froid, je me suis assise là avec une tasse de café noir, regardant le soleil tomber derrière les arbres nus. Sur la petite table à côté de moi se trouvait le verre, la fiole et une seule enveloppe Kraft étiquetée « Ne pas ouvrir » de mon écriture. À l'intérieur, il y avait tout, des photos d'Étienne enfant, les documents du tribunal et la note qu'il m'avait laissée. Un jour, peut-être, je déciderai de la garder ou de la brûler. Pour l'instant, elle restait scellée. Les gens pensent que la vengeance se termine lorsque le marteau tombe, lorsque les coupables sont emmenés. Mais la vérité,
c'est que la vengeance n'est que la surface. En dessous, il y a les années qu'on ne peut pas récupérer, les conversations qu'on n'aura jamais, les dîners de famille qui resteront des chaises vides et des assiettes froides. La justice m'a donné la sécurité. Elle ne m'a pas donné la paix. Mais alors que le vent changeait et apportait l'odeur de la fumée de bois de quelque part sur la route, j'ai réalisé quelque chose. La paix n'est pas donnée. Elle se construit. Un après-midi tranquille à la fois. Une décision de ne pas regarder en arrière vers une porte verrouillée. J'ai levé ma tasse de café vers la cour vide. Au fin, dis-je à voix haute, et à tout ce qui vient après.